L'Iliade, chapitre 1er, Ulysse. Ulysse habitait sur l'île d'Ithaque avec sa femme Pénélope, une belle jeune femme brune qui lui avait donné un fils, le petit Télémaque. Ulysse était heureux, son île était riche, les cultures de blé, l'olive et l'élevage des moutons lui permettaient de vivre dans une grande aisance. Il possédait une belle maison perchée en haut d'une colline, au milieu des cyprès non loin de la mer. De sa terrasse, il voyait arriver les bateaux de très loin. Un soir, alors qu'il admirait le soleil couchant en compagnie de Télémaque, il crut voir une flotte énorme de bateaux de guerre qui s'avançait. « Serions-nous attaqués ?» s'écria-t-il. Il appela ses esclaves et il demanda qu'on lui apporte ses armes. « Ouais, apportez-moi mes armes! Allez, allez, les esclaves, venez ici !» Mais Pénélope, qui était restée tranquillement sur la terrasse et avait meilleure vue que lui, l'arrêta. « Non, dit-elle, ce sont les bateaux de notre roi Agamemnon. Il vient nous rendre visite, sans doute. »« Visite, avec une flotte aussi nombreuse !» Ulysse était inquiet. Lorsqu'un roi lui rendait visite, il n'avait pas coutume de se faire accompagner d'une armée. Aussi, est-ce avec une certaine angoisse qu'il se précipita sur la grève pour accueillir son souverain. Lorsque le roi aborda, Ulysse remarqua que Ménélas, le roi de Sparte, et Palamède l'accompagnaient. « Que les dieux te protègent, Ulysse !» commença le roi. « Nous sommes venus jusqu'à toi, car nous avons besoin de tes bateaux et de tes hommes. » Ulysse pria Agamemnon, le roi Ménélas et Palamède d'entrer dans sa demeure. Tandis que les esclaves apportaient des fruits et du vin, il alla revêtir sa tunique élégante, le chiton d'un jaune ocre, et revint prendre place sur le divan aux côtés de ses hôtes. « Nous avons besoin de toi, Ulysse, reprit Agamemnon, car nous allons déclarer la guerre aux Troyens. »« Attaquer Troie !» s'exclama Ulysse. « Mais nous étions en paix avec cette ville. »« Plus maintenant, poursuivit le roi Ménélas, car Paris le Troyen a enlevé ma femme Hélène, et il l'a épousée. J'ai demandé à Priam, le père de Paris, d'intervenir pour que ma femme me soit rendue, mais il m'a répondu qu'elle n'était pas à Troie. Il nous faut attaquer pour venger l'affront. »« Je suis de cet avis, ajouta Agamemnon. C'est pourquoi j'ai levé mon armée aux côtés de Ménélas. D'ailleurs, remarqua Palamède, ces Troyens sont bien riches, et nous aurions avantage à réduire un peu de leur puissance. Ulysse baissa la tête et se mit à réfléchir, tandis que ses hôtes mangeaient les fruits et buvaient son vin. Silencieusement, Pénélope, accompagnée de son esclave favorite, était venue s'installer à l'écart, sur un tabouret, et écouter la conversation sans rien dire. « Mais, protesta Ulysse, c'est une folie, cette guerre ne... »« Nous avons besoin de toi maintenant, et toute discussion serait une perte de temps. »« Laissez-moi cependant interroger les oracles et les prêtres. Ils nous diront si cette guerre est favorable, insista Ulysse. Agamemnon fronça les sourcils. Quel que soit leur avis, nous nous battrons, Ulysse. Tu ne peux pas refuser de te joindre à nous, car tu deviendrais notre ennemi. » Ulysse frappa des mains, et ses esclaves coururent chercher les prêtres. « Mais sait-on pourquoi Paris a enlevé Hélène ?» demanda Ulysse. « Je l'ignore, répondit Ménélas. On dit qu'il est fou d'amour pour elle. » Tandis que les hommes parlaient, Pénélope et son esclave chuchotaient entre elles. « Moi, je connais le secret de Paris et d'Hélène, » murmura l'esclave. « Et comment le connais-tu » demanda Pénélope. « Un marin égaré m'en a fait le récit, il y a quelques jours. Voici ce qu'il disait. Hélène est une belle princesse de Sparte. On raconte que sa mère, Léda, s'était unie à un cygne, et qu'elle est née d'un œuf. C'est pourquoi elle a la peau blanche et délicate.
Léda s'est ensuite mariée à Tindar, roi de Sparte. Un jour, Tindar a fait des offrandes aux déesses Héra et Athéna, mais il a oublié Aphrodite, la déesse de l'amour. Aphrodite était furieuse et elle a juré de se venger sur Hélène, prédisant que le malheur pèserait un jour sur la jeune fille. Cependant, à Troie, le roi Priam et la reine Hécube avaient eu un garçon. À la naissance, les prêtres avaient supplié le roi et la reine de tuer le bébé, car, disait-il, il allait amener le malheur sur Troie. Le cœur brisé, le roi ordonna à un de ses capitaines de tuer l'enfant. Mais le capitaine, Agélaos, n'en eut pas le courage. Il cacha le petit garçon dans sa propre maison, lui donna le nom de Paris, et il l'éleva dans la montagne comme son fils, où il devint un beau berger. C'est ce Paris-là qui a enlevé Hélène. Un jour, Zeus, dieu des dieux, laissa tomber devant les pieds de Paris une pomme d'or et lui demanda de la remettre à la plus belle des trois déesses, Héra, Athéna ou Aphrodite. Comme Paris hésitait à choisir, chacune lui fit une promesse pour qu'il lui donne la pomme d'or. Héra, la richesse, Athéna, la gloire, et Aphrodite, la plus maligne, lui promit de lui faire connaître la femme la plus aimable et la plus belle du monde, Hélène de Sparte. Cette Hélène paraissait si merveilleuse que Paris donna la pomme d'or à Aphrodite pour l'obtenir. C'est à partir de ce moment que commencèrent les malheurs de la ville de Troie et ceux d'Hélène. Ainsi, la vengeance d'Aphrodite allait s'accomplir. En faisant tomber Paris amoureux d'Hélène, elle semait le désordre dans toute la Grèce et dressait l'un contre l'autre les royaumes. Voilà, maîtresse, pourquoi Paris a enlevé Hélène. Ah, il faut expliquer cela au roi Ménélas. Paris et Hélène ne sont pas fautifs. C'est la faute d'Aphrodite, s'exclama Pénélope. L'esclave secoua la tresse tristement. C'est inutile, maîtresse, les hommes ont décidé de faire la guerre, peu leur importe qui sont les coupables. Au même moment, les prêtres arrivaient. Ils ouvrirent le ventre de 2 poulets et les examinèrent en silence, puis l'un d'eux commença à parler d'une voix monocorde. « Si Ulysse part en guerre maintenant, dit-il, il sera absent pendant plus de 20 ans. Et il rentrera chez lui seul et pauvre. » Puis il emporta les poulets et disparut sans autre explication. « Vous avez entendu » s'écria Ulysse. « L'oracle est mauvais, je dois rester, je ne dois pas aller à Troie. » Aussitôt Ménélas et Agamemnon s'insurgèrent. Ils se mirent à parler avec colère, reprochant à Ulysse sa couardise. « Comment oses-tu ? Tu dois nous aider, c'est ton devoir. Autrement, tu es notre ennemi. »« Mais, dis-moi, reprit Pénélope, comment ce Paris a-t-il pu aller jusqu'à Troie ? Il n'était qu'un pauvre berger. » « Il était fils de roi, ne l'oublie pas. Peu après avoir donné la pomme d'or à Aphrodite, il a participé à des jeux d'arène et il a gagné tant d'épreuves que les princes de Troie, jaloux de lui, voulaient le faire assassiner. Mais Agélaos, son père adoptif, veillait sur lui. Il courut prévenir le roi Priam et la reine Hécube que le fils qu'il croyait mort était encore vivant et devait être sauvé. Priam et Hécube étaient si heureux de le retrouver qu'ils lui ont ouvert les bras. Les prêtres ont prédit que Paris ferait le malheur de Troie et qu'il fallait le tuer, mais Priam et Hécube ont refusé. Paris a donc retrouvé sa place de prince. Et quand il a voulu se marier, il est allé voir Aphrodite, qu'il a dirigée sur Troie avec son bateau. Voilà, maîtresse. Quelle belle histoire, soupira Pénélope. Dommage qu'à cause de cela, mon Ulysse me soit enlevé. Cependant, un silence pesant était tombé du côté des hommes. Ulysse était sombre. Enfin, il proposa à ses hôtes de se reposer, et tandis qu'Agamemnon, Ménélas et Palamède prenaient place sur leurs couches, il se mit à réfléchir aux moyens d'éviter la guerre de Troie. Soudain, une idée lui vint.
il allait simuler la folie, et les rois le laisseraient en paix. Il ne dormit pas de la nuit, tant l'élaboration de son plan le préoccupait. L'Iliade, chapitre 2. Ulysse part en guerre. Ulysse se leva à la pointe du jour et s'efforça de ne pas faire de bruit pour ne réveiller personne. Les esclaves n'étaient pas encore levés. Ils dormaient à même le sol, dans la resserre à provisions. Ulysse traversa la salle à manger des hommes sur la pointe des pieds. Sur les couches, surélevées, le roi Agamemnon, son frère, le roi Ménélas, et leur ami Palamède dormaient encore. « Je chausserai mes sandales dehors, pensa Ulysse. Dans la cour, il flatta son chien pour l'empêcher d'aboyer et se dirigea vers les écuries. Là, pendu à un crochet, se trouvaient les vêtements d'un esclave. Un bonnet de paysan taillé dans du feutre dont la forme rappelait celle d'un demi-œuf, et une mauvaise tunique rapiécée. Ulysse ôta rapidement ses propres vêtements et enfila ceux de l'esclave. Puis il détacha le bœuf de sa mangeoire et le tira derrière lui avec une corde. Il alla ensuite chercher l'âne dans l'écurie voisine, puis il attela les deux bêtes, le bœuf et l'âne, à la même charrue. Avec cet équipage, il se dirigea vers les champs. Quelques heures plus tard, Agamemnon et Ménélas furent réveillés par des cris dans la cour de la maison. Inquiets, ils regardèrent à la fenêtre et aperçurent les esclaves, qui couraient dans tous les sens. Pénélope, tenant Télémaque dans ses bras, se précipitait en direction des champs d'oliviers, suivie de sa servante. On ne pouvait entendre clairement ce qui se disait. Aussi, les deux rois réveillèrent-ils Palamède et allèrent, avec lui, découvrir la raison de ce remue-ménage. Arrivés dans la cour, ils arrêtèrent un esclave qui leur dit d'une voix essoufflée « Mon maître est devenu fou! Mon maître Ulysse! Les dieux aient pitié de nous !» « Ulysse, devenu fou? Que me racontes-tu là ?» tonna Agamemnon. « Hier soir encore, il avait toute sa raison, il me semble. »« Oui, mais ce matin, on l'a trouvé dans le champ, vêtu de mes vêtements, en train de labourer, avec un bœuf et un âne attelés à la même charrue. Il fait des zigzags, il déracine les jeunes arbres, il piétine les semailles, il arrache le blé. » Agamemnon et Ménélas échangèrent un regard horrifié. Eux, qui avaient tant compté sur le soutien d'Ulysse pour entreprendre la guerre de Troie. Voilà qu'un des meilleurs sujets de la Grèce allait leur être ravi. « Ce n'est pas possible, » murmura Palamède avec un regard sournois. « Moi, je dis que ce n'est pas possible. Moi, Palamède, je dis que ce n'est pas possible. »« Que veux-tu dire ?» grogna Ménélas. « Si cet esclave pleure, ce n'est pas pour rien. »« Moi, je demande à voir, » insista Palamède. « Allons dans le champ rejoindre les autres. » Ils longèrent la longue allée de cyprès qui menait au portail en bois, coupèrent à travers les vignes et se retrouvèrent bientôt dans le champ d'oliviers, où les esclaves, en proie à une grande agitation, s'arrachaient les cheveux. Ulysse était bien là, comme on le leur avait dit. Coiffé d'un curieux bonnet, il faisait des grimaces bizarres, poussait la charrue en zigzag et jetait par-dessus son épaule, en guise de graines à semer, des grains de sel. « Ulysse, mon épouse !» suppliait Pénélope. « Parle-moi, je suis ta femme. Voilà ton fils, Télémaque !» Mais Ulysse ne répondait pas. Il continuait à grimacer et à sourire. Soudain, Palamède fendit la foule qui se pressait autour du maître et se mit à crier. « Ulysse, je sais que tu n'es pas fou, arrête ce manège. Tu fais semblant pour ne pas partir avec nous à la guerre de Troie. Mais nous ne croyons pas à ta folie. » Ulysse, sans s'arrêter, tourna la tête en faisant des grimaces de plus belle. Furieux, Palamède se précipita vers Pénélope et lui arrachant le petit Télémaque des bras, il se mit à hurler. « Nous allons bien voir si tu es assez fou pour tuer ton propre fils !» Palamède se jeta devant la charrue d'Ulysse et posa le petit enfant sur le sol, juste devant le soc.
Interloqué, Ulysse s'arrêta. Les cris de Pénélope et de l'enfant résonnaient dans toute la plaine. Non! Palamède triomphait. Vous voyez, il s'est arrêté de creuser la terre pour ne pas couper son fils en deux. Vous voyez qu'il n'est pas fou. Agamemnon s'approcha d'Ulysse et le regarda droit dans les yeux. Ulysse baissa la tête. C'est vrai, dit-il. J'ai joué la comédie pour ne pas partir à Troie avec vous. J'ai échoué. Je regrette. Ménélas s'avança. Il n'avait pas l'air en colère, mais seulement consterné. Nous ne t'en voulons pas, Ulysse, dit-il. Ta comédie était réussie, puisque je m'y suis laissé prendre. Moi aussi, avoua Agamemnon. Nous aurons besoin d'hommes malins comme toi, Ulysse. C'est pourquoi, à présent, nous te prions. Viens. Sans toi, nous n'obtiendrons jamais la victoire. Ulysse échangea avec Pénélope un regard plein de tristesse, puis il se tourna vers Agamemnon, Ménélas et Palamède. C'est bon, dit-il, je vous suis. Pénélope, fais préparer mes effets de guerre. Quelques heures plus tard, Ulysse et ses amis embarquaient, accompagnés de leurs troupes. Pénélope le regarda s'éloigner longtemps, du haut de la terrasse qui surplombait la plage. Longtemps, Télémaque agita la main en signe d'adieu à son père. Papa, papa, papa. Lorsque les bateaux eurent disparu de l'horizon, le soleil commença à descendre sur la mer. Pénélope soupira et se dirigea vers les cuisines pour prendre son repas. Comme elle descendait l'escalier principal, elle croisa les prêtres qui allaient faire leurs offrandes aux dieux. Ceux-ci la regardèrent fixement, et l'un d'eux parla d'une voix grave. « Pénélope, te voilà seule pour 20 ans, dit-il. Prépare-toi à attendre le retour de ton mari. Je me demanderai aide à la déesse Athéna, soupira Pénélope. Faites-lui des offrandes pour moi. Demandez-lui de m'apprendre ces travaux qu'elle enseigne aux femmes. Ces arts manuels qui permettent de passer le temps sans jamais s'ennuyer. Demandez-lui. Notre bonne déesse, Athéna, déesse de la sagesse, de l'art et de l'artisanat, ne refusera pas de lui venir en aide. Elle lui apprendra la tapisserie. Cependant, Ulysse voguait sur la mer en compagnie de Ménélas, Agamemnon et Palamède. En bon marin, il n'aimait pas voyager de nuit, mais il connaissait suffisamment les étoiles pour repérer sa route. Au bout de plusieurs jours et de plusieurs nuits, ils atteignirent les côtes de Chypre, où le roi Cinyras les attendait. Celui-ci leur remit un bouclier en cadeau solennel et promit de se joindre à eux dans la guerre de Troie. Puis ils reprirent la mer pour se rendre à Aulis, où allait se tenir le grand rassemblement des guerriers grecs. C'est alors que le prêtre Calcha, qui était resté muet jusqu'alors, parla. « J'ai interrogé les dieux, dit-il. Les oracles vous sont favorables à une seule condition. Laquelle? Tonna Agamemnon. Parle, vite! Les oracles disent que la guerre de Troie ne pourra être gagnée qu'avec Achille. Achille, l'homme immortel, fils de Thétis. Lui-même. Ménélas se tourna vers Ulysse. Qu'en penses-tu, mon ami? Je pense, en effet, répondit Ulysse, qu'Achille doit se joindre à nous. Cependant, il ne sera pas facile de le trouver. Non? Et pourquoi? Parce qu'il se cache. Comment le sais-tu? J'ai interrogé les espions grecs à Chypre. La nouvelle de la guerre de Troie s'est répandue dans toute la Méditerranée. Lorsque vous avez abordé sur l'île, des marchands en partaient, colportant la nouvelle dans tous les ports où ils avaient commerce. C'est ainsi que Thétis, la mère d'Achille, a su que son fils serait choisi pour combattre avec nous. Les prêtres l'ont averti aussi, mais ils ont ajouté que si Achille combattait à nos côtés,
il mourrait. Alors sa mère l'a fait déguiser en femme et l'a caché sur l'île. Ménélas, qui faisait les 100 pas sur le pont du bateau, s'arrêta brusquement. « Et sait-on où se trouve cette île ?»« Moi, je le sais, répondit Ulysse avec un sourire fin. Mes espions ont fait merveille. Le problème n'est pas de savoir où est son île, mais de le retrouver, lui, dans l'île. On le retrouvera à Skyros, mais à quel endroit? Il est difficile de reconnaître un homme déguisé en femme. Laissez-moi réfléchir, j'aurai bien une idée. Agamemnon donna une tape amicale sur l'épaule d'Ulysse. « Je te fais confiance, Ulysse, tu es le plus malin d'entre nous, dit-il. Je sais que tu trouveras un stratagème. Ulysse hocha la tête et demanda qu'on le laisse seul pour mettre un plan au point. Il avait déjà une bonne idée. L'Iliade, chapitre 3, à la recherche d'Achille. Sur le pont du navire qui se dirigeait vers l'île de Scyros, Ulysse était en compagnie de Nestor, roi de Pylos et d'Ajax. Nestor était le plus vieux des trois et aussi le plus sage. Il marmonnait dans sa barbe. Je pense que ce voyage est inutile. Nous ne trouverons jamais Achille sur l'île de Tyros si le roi Lycomède refuse de nous dire où se trouve sa cachette. »« Moi, dit Ulysse, l'œil pétillant de malice, je saurais le faire sortir de sa cachette. Toi, s'étonna Ajax. Je sais bien que tu es très astucieux, mais j'ai bien peur que nous soyons obligés de quitter l'île sans notre valeureux guerrier. Ulysse s'accouda au bastingage et regarda fixement la côte de l'île de Scyros qui se dessinait dans le lointain. Impossible de repartir sans Achille, déclara-t-il, puisque sans lui, nous ne pourrons pas gagner la guerre de Troie. Laisse-moi faire, j'ai un plan. Simplement, je vous demande de m'obéir en tout point. Êtes-vous d'accord ? Nous sommes d'accord, répondirent résolument Nestor et Ajax. Puis les trois hommes firent silence et observèrent l'île de Scyros dont ils se rapprochaient. Sur la colline, près du rivage, on distinguait le palais du roi Lycomède. Sur la plage, les soldats agitaient des drapeaux de bienvenue. Ulysse était donc attendu, à bras ouverts, et le roi Lycomède avait même organisé une fête en l'honneur de ses illustres visiteurs. « N'essaie pas de nous détourner de notre projet, ô roi Lycomède, déclara Ulysse en donnant l'accolade à son hôte quand il débarqua. Rien ne nous empêchera d'accomplir notre tâche. Nous trouverons Achille dans ta cité. Achille ? S'étonna Lycomède d'un air innocent. Mais je ne connais pas cet homme. Vraiment ? Vraiment, insista Lycomède. S'il se cache dans mon île, comme vous le dites, c'est qu'il a débarqué clandestinement. On dit, remarqua Ulysse, qu'il vit déguisé en femme. Le roi Lycomède leva les bras au ciel dans une attitude qui se voulait de désespoir. « Oh ! Alors, s'écria-t-il, dans ce cas, comment voulez-vous que je le reconnaisse moi-même ? Cela dit, Ulysse, tu es mon ami, je t'autorise à fouiller mon palais, ma chambre, même ma cité et mon île tout entière. Tu vois, je suis de bonne foi. » En réalité, le roi Lycomède mentait. Il avait pris Achille sous sa protection et ne comptait pas le livrer à Ulysse. Mais Ulysse avait plus d'un tour dans son sac comme nous allons le voir. Quand il se rendit compte qu'il n'obtiendrait de Lycomède aucun renseignement, Ulysse fit mine de repartir avec ses 2 bateaux. Mais il alla simplement planter son ancre à quelques nœuds de l'île, derrière d'immenses rochers. La manœuvre était même assez dangereuse et le bateau d'Ulysse aurait pu échouer s'il n'avait été un habile marin. Les 2 bateaux passèrent donc la nuit bien cachés, et dès le lendemain matin, ils reprirent la direction de l'île de Scyros. Ulysse s'était déguisé en marchand, Nestor et Ajax en esclaves.
Ils avaient revêtu des chapeaux et de fausses moustaches, et Nestor avait rasé sa barbe, de sorte que les 3 hommes étaient méconnaissables. Les bateaux avaient été maquillés, ce qui les rendait impossible à les reconnaître. Ainsi, Ulysse, le marchand, débarqua dans le port de Tyros, suivi de ses 2 plus fidèles serviteurs et d'une ribambelle d'esclaves portant des coffres immenses. Fort intéressé par tant de marchandises, le roi Lycomède fit venir le marchand en son palais et le pria de déployer ses trésors. Mais le marchand lui fit cette étrange réponse. « Il n'y a rien dans ces coffres qui puisse te plaire, ô roi Lycomède. Tout ce que j'apporte est destiné aux femmes et uniquement à elles. »« Et pourquoi ?» demanda Lycomède furieux. « Parce qu'il en est ainsi, répondit Ulysse le marchand. Le roi Lycomède, pressé par les femmes du palais, n'osa pas refuser son entrée au marchand. Et bientôt, l'on vit entrer une foule d'hommes portant sur leur dos des coffres et des jarres remplis de bijoux. Ulysse demanda que l'on étale toutes ces beautés au milieu de la grande salle et que l'on convoque toutes les femmes de l'île sans exception. Même les esclaves étaient invités. Parce que, disait le marchand, il fallait d'abord offrir un cadeau à chacune d'elles avant de vendre quoi que ce soit au souverain. « Les oracles en ont voulu ainsi, expliqua-t-il à Lycomède qui semblait perplexe. Je dois d'abord offrir une babiole à chaque femme de l'île sans exception, sinon je serai maudit et je ne retrouverai pas le chemin de ma cité. » Le roi Lycomède accepta enfin. Il envoya des messagers dans toute l'île, et bientôt des dizaines de femmes accoururent au palais, tandis qu'elles se précipitaient sur les trésors entassés pour choisir leurs cadeaux. « Oui, non, pousse-toi de là !» Ulysse s'éclipsa discrètement. Il alla sur les remparts du palais et demanda à chaque héros d'armes de sonner pour lui le rappel des guerriers. Ceux-ci hésitèrent. « Le rappel des guerriers !» s'étonnèrent-ils. « Mais la guerre n'a pas été déclarée. Seul le roi Lycomède peut commander un rassemblement guerrier. »« Fais ce que je te dis, insista Ulysse. Sonne les trompettes et tu seras récompensé. » Là-dessus, il distribua des pièces d'or à tous les héros d'armes et ajouta une bourse supplémentaire pour leur chef. « Tiens, voilà pour toi. Allez, hop, hop, et hop, et hop. Allez, ça c'est pour toi. Et voilà pour toi, chef. »« Attendez mon signal, dit Ulysse. » Puis, il retourna au palais. Là, sous les bijoux entassés que les femmes avaient commencé à remuer et à prendre, apparaissait maintenant un curieux objet, pas du tout destiné aux femmes. C'était un immense bouclier avec sa lance. Chaque femme, qui prenait un bijou, observait le bouclier avec beaucoup de curiosité, en se demandant comment il se faisait qu'une arme se trouvait parmi les bijoux. Soudain, à un signe d'Ulysse, les héros d'armes, à l'extérieur du palais, sonnèrent le rassemblement des guerriers. Alors, on vit dans le palais une très grande femme courir vers les bijoux entassés, en retirer le bouclier et la lance et se précipiter dehors. « Ah ! Voilà Achille !» s'écria Ulysse. « Arrêtez-le, mes amis !» Nestor et Ajax se précipitèrent vers la grande femme qui venait de saisir le bouclier et la lance. Seul un guerrier comme Achille pouvait se jeter sur les armes au moment où sonnait le rassemblement. « Tu es trahi, ô Achille, te voilà démasqué !» Alors la femme laissa tomber sa grande robe à ses pieds et on reconnut Achille avec sa cicatrice à la cuisse. Malgré sa barbe soigneusement rasée et les boucles d'oreilles qu'il portait, c'était bien lui. Le roi Lycomède baissa la tête. « J'ai pourtant fait ce que j'ai pu, dit-il. »« Oui, Lycomède, dit Achille, tu m'as protégé, mais mon instinct guerrier est plus fort que tout. Il faut que j'aille combattre à Troie avec les autres, même si je dois y mourir. » Et Achille embarqua aussitôt avec Ulysse. L'Iliade, chapitre 4. Le sacrifice d'Iphigénie. Achille avait rejoint la flotte des guerriers qui devaient combattre à Troie. Le roi Agamemnon lui donna le commandement de toute la flotte, se réservant celui des armées de terre. Puis il fit d'Ulysse, Palamède et Diodème ses lieutenants. Achille choisit comme lieutenants Ajax et Phénix. Les guerriers grecs, venus de toutes les îles et de toutes les cités, se rassemblèrent en Aulice.
le roi Agamemnon se réjouissait de voir tous les Grecs se liguer contre Troie. Il caressait sa barbe avec satisfaction. Lorsque chaque jour le vent lui apportait de nouveaux bateaux chargés de nouveaux guerriers, il en venait même de Knossos. « Nous abattrons les Troyens comme des mouches !» disait-il en riant. Mais le prêtre Calcha était moins optimiste. Tous les jours, il conseillait que l'on sacrifiât aux dieux et que l'on ne se vantât point d'avoir gagné la bataille. À la fin, le roi Agamemnon l'écouta. « C'est bon, dit-il, dresse l'autel, nous allons sacrifier à Zeus et à Apollon. » Calcha prépara l'autel et alluma la flamme qui devait brûler les entrailles des moutons sacrifiés sur un entassement de pierres plates. Or, dans cet entassement de pierres, des moineaux avaient niché, et 9 petits étaient nés. Au moment où Calcha invoquait les noms de Zeus et d'Apollon, un serpent sortit des broussailles. Avant même que les hommes aient pu faire un geste, il se jeta sur le nid de moineaux et les dévora en une seule bouchée. Agamemnon, très ému par cet horrible spectacle, demanda à Calcha la signification de ce serpent. Calcha réfléchit longuement, fixa son regard sur la flamme de l'autel, puis se tournant vers l'assistance, il déclara : « Le serpent symbolise la bataille qui va avoir lieu à Troie. Il y avait 9 jeunes moineaux dans le nid. La bataille durera donc 9 ans. Guerriers qui partez pour Troie, sachez que vous ne serez pas vainqueurs du premier coup. » Les hommes se regardèrent d'un air consterné. Ils étaient si nombreux et si sûrs d'écraser les Troyens dès qu'ils mettraient le pied dans la cité. Ils avaient bien du mal à croire à cet oracle, et pourtant Calcha avait toujours raison. « Nous verrons bien, admit Agamemnon. Les dieux ont donné leur réponse. Allons vérifier s'ils ont raison. En route pour Troie !» Au milieu des cris et des acclamations, Agamemnon monta dans son bateau, immédiatement suivi de ses fidèles lieutenants, Ulysse, Palamède et Diodème. Cependant qu'Achille prenait la tête de la flotte. Malheureusement, dès que les navires se furent éloignés de la côte, le vent se mit à souffler contre eux. Tout d'abord, Ulysse crut à un orage et décida d'attendre les vents favorables. Ils avaient sur leur bateau de grandes provisions, de fruits, de vin, de miel, de céréales, et ils pêchaient chaque jour le poisson qui leur était nécessaire. Mais au bout d'une semaine, les vents n'avaient toujours pas tourné. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda un matin Agamemnon. « Je ne sais pas, » répondit Ulysse très embarrassé. « Moi qui connais parfaitement les mers de ce côté-là, je n'ai jamais rencontré un tel vent. » « C'est un vent contraire envoyé par les dieux, » annonça le prêtre Calcha en sa voix caverneuse. « Un vent qui réclame un sacrifice pour s'arrêter. »« Que veux-tu dire ?» demanda Agamemnon. « As-tu interrogé les dieux ?»« Non, » répondit Calcha, « mais je peux le faire si tu le demandes. »« Le demandes-tu ?» Les yeux de Calcha brillaient d'une lueur cruelle, et Agamemnon hésita un instant. Une prémonition l'inquiétait. Il lui semblait qu'un malheur allait s'abattre sur lui, et que le prêtre en serait la cause. Calcha n'était pas aimé, car il était dur, impitoyable, et interprétait toujours les signes venus des dieux dans leur sens le plus cruel. Par exemple, si un dieu demandait une offrande, Calcha prétendait qu'il fallait sacrifier un mouton. Même si le dieu n'avait demandé qu'une fleur, ou un bijou. Calcha n'aimait ni les dieux ni les hommes. Il n'aimait personne. C'est pourquoi Agamemnon hésitait à l'interroger. Mais les hommes autour de lui attendaient une réponse. Aussi le roi se décida-t-il enfin. « C'est bon, dit-il. Interroge les oracles et fais-nous connaître la volonté des dieux. » Calcha resta longuement au pied de l'autel à marmonner des mots incompréhensibles. Oracle, make me good. Ah, Zeus, écoutez-moi. Enfin, au bout d'un moment qui parut interminable à tout l'équipage, il se prononça. C'est la déesse Artémis qui nous envoie ce vent contraire, car elle veut nous empêcher d'aller à Troie. Et que demande-t-elle ? Pour faire cesser le vent,
Artémis demande la vie d'une jeune fille belle et pure. Ta fille, Iphigénie, ô roi Agamemnon. » Un murmure de réprobation parcourut la foule des hommes rassemblés sur le pont. Oh! Aucun d'entre eux ne pouvait supporter l'idée qu'Iphigénie, la belle princesse, puisse être sacrifiée sur le caprice d'une déesse aussi sage qu'Artémis. « Tu t'es trompé !» tonna Agamemnon. « Artémis ne peut pas exiger un tel sacrifice. Interroge encore les dieux. Ma fille bien-aimée et innocente ne doit pas payer de sa vie le prix de nos batailles. Interroge encore les dieux. Interroge encore les dieux. » Calcha interrogea encore les oracles et confirma ce qu'il venait de dire. Les bateaux seraient cloués dans ces mers hostiles pour l'éternité si la fille du roi n'était pas sacrifiée à Artémis. De longues journées passèrent. Tristement, les hommes terminèrent les derniers vivres. Et ce ne fut que lorsque la faim et la soif commencèrent à leur tenailler le ventre cruellement qu'Agamemnon se décida à sauver ses armées. « C'est bon, dit-il, qu'on aille chercher ma fille auprès de sa mère, la reine Clytemnestre. » Aucun soldat ne voulut se charger de cette tâche. Achille, présent, déclara qu'il préférait mourir plutôt que de se livrer à une action aussi basse. Après avoir fait le tour de ses lieutenants, Agamemnon porta son choix sur Ulysse. « C'est bon, dit Ulysse, j'accepte de ramener la princesse. » Et alors, comme par enchantement, le vent contraire cessa de souffler sur son propre bateau, lui permettant ainsi de rejoindre le palais de la reine Clytemnestre. Quelques jours plus tard, Ulysse revint accompagné de la jeune fille. Sa beauté était si pure et son visage si charmant que tous les guerriers pleurèrent en la voyant. « Oh non, pas elle, non, elle est trop belle, non !» Achille, fou de douleur, proposa à la princesse de l'enlever et de la mettre en sûreté afin de la soustraire au couteau du prêtre. Mais Iphigénie refusa. « Pour la victoire de la Grèce, il faut que je meure, dit-elle. J'accepte mon destin, Achille, que les dieux te protègent, car tu es bon et valeureux. » Cependant, tandis qu'on préparait le sacrifice qui lui était dû, Artémis réfléchissait en voyant Iphigénie si digne et si courageuse. Au dernier moment, la déesse eut le cœur touché, et lorsque Calcha leva son couteau sur la jeune fille, l'enleva dans les airs et la remplaça sur l'autel par une biche en or. À ce moment, le vent contraire cessa de souffler, et les marins comprirent qu'Artémis leur avait pardonné. Ils firent route vers Troie, où les attendait leur grande bataille de 9 ans. L'Iliade, chapitre 5, la bataille de Ténédos. Poussée par les vents favorables, la flotte d'Agamemnon et ses chefs grecs, Ulysse, Ménélas, Achille et Palamède, avançaient rapidement sur la mer. Agamemnon était satisfait d'entamer enfin la bataille contre cette puissance insolente, Troie, qui monopolisait le commerce sur la mer et dont le palais renfermait tant de richesses. Il espérait beaucoup de cette expédition. Ulysse, enfin navigateur, guidait la flotte au mieux, et l'on arriva bientôt en vue d'une côte. « Serait-ce déjà Troie ?» demanda Agamemnon. « Non, répondit Ulysse, c'est probablement une île riche. D'après ce que je sais, je pense qu'il s'agit de Ténédos. »« Ténédos !» s'exclama Achille. « Cette île merveilleuse où peuvent pousser toutes les plantes. Il paraît que les habitants y sont d'une grande richesse. Arrêtons-nous quelques jours pour rassembler un butin. »« Non, non !» s'écria Agamemnon d'une voix tonnante. « Nous devons d'abord affronter Troie. Il ne faut pas gaspiller nos guerriers. » « D'autant plus, rappela Ménélas de sa voix géniarde, que nous y allons reprendre ma femme. Hélène, nous faisons la guerre pour elle, pour cela. »« Pour cela ou pour autre chose, » murmura entre ses dents le sage Palamède. Furieux, Ulysse se retourna. « Que veux-tu dire, Palamède, que nous ne sommes pas de braves guerriers qui allons combattre un vil ennemi, que nous sommes des pillards ?»
Non, non, répondit Palamède en faisant sauter dans sa main 2 petits dés en or. Je veux seulement dire rien d'important en vérité. Mais l'allusion de Palamède avait touché au vif les guerriers, et Ulysse lui garda secrètement rancune. En effet, Palamède pensait que la plupart d'entre eux voyaient dans la guerre contre Troie une aubaine pour acquérir des richesses au hasard des escales, et peut-être bien aussi, après la bataille de Troie, tous ces guerriers espéraient-ils ramener chez eux les dépouilles de leurs ennemis. « Arrêtons-nous ici !» insista Achille. « Cap sur l'île !»« Je suis d'accord !» approuva Ulysse. Et les bateaux se dirigèrent vers la côte de Ténédos. Alors qu'ils étaient encore loin du mouillage, Némon, le serviteur d'Achille, s'approcha timidement de son maître et lui murmura « Je dois vous rappeler, maître, que votre mère, la reine Thétis, vous a prédit ceci. Qui tue un fils d'Apollon mourra lui-même de la main d'Apollon. »« Oui, oui, je sais, maugréa Achille. »« Mais je dois vous redire ce conseil chaque jour, mon maître. Souvenez-vous des ordres de votre mère. » En effet, Thétis, la mère d'Achille, lui avait prédit de se méfier des fils d'Apollon et de s'assurer avant de tuer un ennemi que celui-ci n'était pas le fils de Dieu. Elle avait même acheté spécialement Memnon pour qu'il rappelle à Achille de ne jamais oublier cette prédiction. « Il n'y a sûrement aucun fils d'Apollon sur cette île, remarqua Achille. « Espérons-le, dit Memnon. » Les bateaux arrivèrent enfin près des hautes falaises et ils s'apprêtaient à jeter l'ancre quand soudain d'énormes rochers s'abattirent sur les navires les plus proches de la côte. Levant la tête, les Grecs aperçurent une armée nombreuse commandée par le roi de l'île qui soulevait d'énormes blocs de pierre pour les faire basculer sur les bateaux. « Nous avons déjà perdu 3 navires !» cria Ulysse. « Reculons jusqu'à la plage !»« Reculons jusqu'à la plage !» Les bateaux s'éloignèrent des falaises et les guerriers grecs débarquèrent sur Ténédos pour affronter Ténès, ce roi qui les accueillait si mal. Ténès, qui se méfiait des Grecs, qu'il savait conquérants et pillards, voulut les éloigner de son île. Malheureusement, il n'y réussit pas. Il eut beau demander l'aide d'Apollon son père, le dieu occupé ailleurs ne l'entendit pas. Achille, le premier, débarqua sur l'île, et courant droit sur Ténès, il le transperça de son épée. Tcha ! Avant de mourir, le roi Ténès s'écria « Malheur à toi, tu viens de tuer un fils d'Apollon, et mon père me vengera de toi !» Puis il s'effondra, frappé à mort. Achille fut pétrifié par la prédiction de Ténès. Quand Ulysse le rejoignit sur la falaise, il tremblait si fort qu'il ne pouvait plus parler. « Achille, voyons, Achille, noble frère, que se passe-t-il ?»« J'ai tué un fils d'Apollon. J'ai oublié la prédiction de ma mère Thétis. J'ai oublié de lui demander s'il était fils du dieu avant de le tuer, comme j'aurais dû le faire. Et cet imbécile de Mnémon, qui n'était même pas à côté de moi pour me le rappeler, je lui ferai trancher la tête !» Mnémon eut en effet la tête tranchée dans la minute qui suivit. Mais cela ne servit à rien, la malédiction d'Apollon pesait déjà sur Achille. Alors, pour se venger, le guerrier entraîna ses troupes qui rançonnèrent et pillèrent l'île, mirent des maisons à sac et portèrent sur leurs bateaux un énorme butin. Cependant, quand toute l'île fut pillée de fond en comble, Agamemnon demanda que l'on sacrifie à Apollon pour apaiser la colère du dieu qui était sur eux. Palamède installa donc un autel au milieu d'un champ d'oliviers et commença le rituel des sacrifices avec les prêtres. Les guerriers et leurs chefs étaient réunis en cercle autour de l'autel et suivaient gravement la cérémonie. Soudain, l'un d'eux, qui s'appelait Philoctète et qui était réputé pour son habileté au tir à l'arc, poussa un cri terrifiant. « Ah ! Ah ! Un serpent !» hurla-t-il. « Un serpent vient de me mordre au pied !» Ulysse se précipita pour examiner la plaie. Elle n'était pas profonde pour être soignée avec des herbes qu'il avait emportées. « La malédiction d'Apollon est sur nous !» continua de hurler Philoctète. « Ah ! J'ai terriblement mal ! C'est une douleur épouvantable !» Malgré les soins d'Ulysse, il continua à hurler tant qu'on dut interrompre les sacrifices. Pendant la nuit, sur le navire où les Grecs avaient rembarqué, on put entendre les cris déchirants de Philoctète.
Sa douleur est terrible, pourtant la plaie n'est pas mortelle, remarqua Ulysse. Débarquons-le sur un îlot et laissons-le se débrouiller tout seul. Il est impossible que nous l'amenions à Troie avec nous. C'est bon, déclara Agamemnon. Rebroussons chemin et déposons-le sur une île près de Ténédos, où il trouvera de l'eau douce, du gibier et des grottes pour s'abriter. Ainsi, les Grecs déposèrent Philoctète sur un îlot, et ils s'apprêtaient à repartir quand soudain Palamède le sage eut une idée. Pourquoi n'essayons-nous pas une dernière négociation avec Troie? S'ils rendent Hélène, la femme de Ménélas, et les richesses qu'elle a emportées quand elle s'est enfuie avec Paris, plus une petite rançon, peut-être éviterons-nous une guerre inutile. Les guerriers grecs se regardèrent. Ils étaient perplexes. Ils décidèrent alors de discuter l'idée de Palamède et s'installèrent quelques jours sur l'îlot en attendant de prendre une décision. L'Iliade, chapitre 6. L'ultime négociation. Agamemnon et ses guerriers étaient réunis en conseil sur un des îlots qui entourent Ténédos, où ils venaient de déposer Philoctète. Palamède avait pris la parole et essayé de montrer à ses compagnons l'intérêt qu'il y avait à ne pas déclencher la guerre contre Troie sans d'abord essayer d'obtenir un marché pacifique et favorable pour eux. Hélène a emporté une multitude de richesses en quittant le palais du roi Ménélas. Demandons-leur de nous les rendre, de nous rendre Hélène, et enfin de nous dédommager de l'outrage par une juste rançon. Achille n'était pas d'accord. Il avait envie de guerroyer. « La guerre, on va tous les tuer !» Mais les autres chefs, dont Ulysse, voyaient bien que Palamède avait tout à fait raison. À la fin, Agamemnon se tourna vers Ulysse. « Ulysse, voudrais-tu te charger de cette mission ? Tu as toujours été habile dans les négociations, tu sais inventer de beaux mensonges, et je te crois capable de réussir. »« J'accepte, » répondit Ulysse, « si Ménélas et Palamède m'accompagnent. »« J'accepte aussi, dit Ménélas. »« J'accepte aussi, ajouta Palamède. » Aussitôt, on prépara pour les ambassadeurs un bateau sans armes et sans soldats. Ulysse, Palamède et Ménélas devaient se présenter en ambassadeurs de paix pour éviter de provoquer la colère des Troyens. Ménélas grognait. « C'est tout de même très dangereux de se présenter les mains nues. » Il faut compter sur le sens de l'honneur et de l'hospitalité des Troyens. Leur générosité est immense et leur fierté sans limite. Je crois que nous les convaincrons mieux ainsi. Poussé par de bons vents, le navire d'Ulysse et de ses compagnons ne mit que quelques semaines pour atteindre les côtes de Troie. Un matin, une vigie de la cité annonça « Un bateau grec en vue !» Immédiatement, Priam, le vieux roi, ordonna à ses guerriers de se rendre à leur poste. « Alerte !» Mais Anténor, un de ses compagnons favoris, l'arrêta. « Il n'y a qu'un bateau, Priam, ce n'est pas un navire de guerre. »« C'est peut-être une ruse des Grecs, » remarqua Priam. « Je ne le pense pas. Laisse-moi, ô mon roi, inviter les Grecs dans ma maison. Je saurai habilement les faire parler et je découvrirai bien vite s'il s'agit d'un complot. »« Fais comme tu veux, » répondit Priam. « Mais prends garde de bien cacher tes hôtes des yeux des Troyens. Ici, dans la ville, le seul mot de grec rend les habitants fous de rage. » Bientôt, le bateau d'Ulysse accosta. Anténor, accompagné d'un groupe de serviteurs, était venu les accueillir. En signe d'hospitalité, il leur offrit sur la plage même une large coupe de vin. Puis il les pria de s'installer dans sa maison. C'était une maison simple et pourtant ingénieusement construite. Ils passèrent l'énorme portail recouvert de tuiles, traversèrent la cour carrée où s'élevait l'autel destiné au sacrifice des dieux. La femme d'Anténor, qui était justement en train de sacrifier à Athéna, ne releva même pas la tête pour voir passer les nouveaux venus. Ils arrivèrent bientôt dans l'andron, ou salle des hommes, où ils s'installèrent commodément sur les divans de bois recouverts de coussins. Après quelques phrases banales sur le temps qu'il faisait et la beauté de la maison, Anténor invita ses hôtes à lui révéler le but de leur visite à Troie. « Vous êtes ici en secret. Seul le roi Priam et moi-même, ainsi que la garde royale, connaissons votre présence ici. Les Troyens doivent l'ignorer jusqu'à ce que je sache ce qui motive votre présence. » En quelques mots, Ulysse exposa à Anténor le but de sa mission. Il présenta les choses savamment, comme il avait l'habitude de le faire.
Anténor était lui aussi un fin négociateur et vit tout de suite que les conditions des Grecs pour le retour d'Hélène au palais de son époux étaient excessives. « Jamais les Troyens ne voudront payer ce prix-là !» D'ailleurs, ajouta un conseiller d'Anténor, jamais les Troyens ne voudront rendre la belle Hélène, ils l'aiment trop. Au même moment, la conversation fut interrompue par un brouhaha étrange qui venait de l'extérieur. « Y a-t-il des jeux aujourd'hui » demanda Anténor très surpris. « Non » répondit l'un de ses hommes. « Un caillou vint frapper la fenêtre qui donnait sur la rue et ricocha contre une colonnade. À présent, on entendait mieux les cris de la foule. « À mort ! À mort aux Grecs ! À mort les Grecs !» criait-on. « À mort ! Mort !» Bouleversé, Anténor se leva prestement et courut ouvrir son portail pour haranguer la foule. « Ainsi, la nouvelle de votre arrivée a été révélée. Je ne sais comment, mais il va falloir vous protéger de la colère des foules, » expliqua le conseiller d'Anténor. Premier mot d'Anténor, la foule qui envahissait à présent la cour intérieure de la maison se calma pour l'écouter. Anténor leur exposa le but de la visite des Grecs et rassura la foule en lui affirmant qu'il s'agissait d'une négociation pacifique. Mais dès que le sage vieillard leur eut donné des détails sur les conditions des Grecs, la foule se mit à siffler et à huer. « Oups, ouh, à mort, ouh. Jamais, hurlait-elle, jamais nous ne rendrons la belle Hélène à ces pillards. Ces pillards n'auront pas une seule piécette de bronze à ramener chez eux. À mort, mort, à mort. » Quelques pierres lancées à travers les fenêtres à claire-voix volèrent encore et retombèrent au milieu de l'andron. « Vite !» dit un conseiller d'Anténor. « Prenez ce passage secret !» Au milieu de la pièce se trouvait un immense pot. Il le souleva, et alors apparut un souterrain. Le conseiller fit prestement passer Ulysse, Ménélas et Palamède et chuchota. « Suivez ce voyou, il conduit à la plage. Mais ne vous arrêtez pas, le chemin est long, et déjà toute la ville se soulève. » À peine le conseiller avait-il remis la cruche en place que la foule envahissait la maison d'Anténor. Elle fut bien déçue de ne trouver que la maisonnée d'Anténor, ses conseillers et ses serviteurs. Sans prendre la peine de demander où les Grecs avaient fui, elle se dispersa dans les rues de la cité en petits groupes de recherche. Pendant ce temps, Ulysse, Ménélas et Palamède couraient dans le souterrain qui descendait vers la plage. Bientôt, ils débouchèrent dans une grotte au milieu des rochers, et les trois hommes durent se jeter à l'eau pour rejoindre leur navire, qui mouillait un peu plus loin. À peine avait-il atteint le bateau que des flèches volaient de la plage, et que des embarcations de faible importance surchargées de Troyens se dirigeaient vers eux. Ils n'eurent que le temps de hisser les voiles et d'ordonner aux 170 rameurs de s'activer. Découragés par la vitesse du navire d'Ulysse, les poursuivants Troyens abandonnèrent. Quand ils furent en haute mer, Ulysse se tourna vers Palamède et lui dit avec un peu d'ironie : « Voilà une démarche qui n'aura servi à rien, Palamède. Pour une fois, tes sages plans n'ont pas réussi. Il faudra à présent laisser parler les armes, je crois. » L'Iliade, chapitre 7. La première bataille de Troie. Lorsque les guerriers grecs abordèrent les côtes de Troie, le premier bateau à accoster fut celui d'Achille. Au moment d'accoster, notre héros, qui a entraîné ses hommes derrière lui, s'arrêta tout d'un coup et se tournant vers Protésilas, lui dit « Passe le premier ! Passe le premier ! Passe le premier !» Protésilas, surpris, obéit. Il ne comprenait pas pourquoi Achille, qui voulait toujours être le premier au combat, lui faisait l'honneur de le laisser passer devant lui. C'est qu'Achille s'était souvenu de la prophétise sa mère, la reine Thétis. Elle avait dit « Le premier à poser le pied sur le sol de Troie sera également le premier à y mourir. » Achille respectait scrupuleusement les conseils de sa mère. Il avait beaucoup de remords quand il avait tué un fils d'Apollon, et depuis il restait très prudent. Protésilas passa donc le premier. Sur la plage, tout était silence. On aurait dit que les Troyens n'avaient pas vu arriver les armées grecques. Pourtant, massés aux remparts de la citadelle, ils étaient là et attendaient le signal de leur chef Hector pour se jeter sur les envahisseurs. À présent, les guerriers d'Ulysse venaient de débarquer, puis ceux de Ménélas et de Palamède suivirent. Ulysse surveillait de près les manœuvres de Palamède dont la sagesse le rendait souvent jaloux. Soudain, au milieu du silence, des hurlements retentirent. Et l'on vit les portes de la citadelle s'ouvrir sous une nuée de Troyens en armes.
Le premier combat fut d'une extrême violence. Dès les premières passes d'armes, la prophétie de Thétis se réalisa, et Protésilas fut frappé à mort par Hector lui-même. Ah! En voyant tomber son camarade, Achille eut beaucoup de chagrin, mais il se félicita tout de même d'avoir suivi à temps les recommandations de sa mère. Ainsi, murmura-t-il pour lui-même, tout en taillant ses ennemis à grandes volées de lance, le sort d'Apollon est sur moi à présent. Qui sait quand il va frapper? J'ai tué son fils Ténès à Ténédos. Quand se vengera-t-il de moi? Puis il oublia son anxiété et se battit avec tant de courage que les Troyens reculèrent. De son côté, Ulysse remportait quelques succès, toujours avec ruse. Il entraînait ses ennemis à courir derrière lui, puis les faisait encercler par ses guerriers. La bataille dura plusieurs années, avec des trêves, pendant lesquelles les Troyens rentraient dans leur citadelle. Mais bientôt, les pertes des Troyens furent si effroyables qu'ils décidèrent de ne plus attaquer de front les Grecs et de s'enfermer dans leur citadelle. Ce faisant, ils laissaient les territoires environnants, les champs et les troupeaux à la merci des Grecs, qui n'allaient pas se priver d'en profiter. Soit, nous n'avons pas pris la ville de Troie, mais il reste de grandes choses à conquérir sur son territoire, remarqua Ulysse. Et aussi les cités le long de la côte, ajouta Achille, toujours à l'affût d'un pillage. Nous en ramènerons des vivres et peut-être un précieux butin. Alors ils se partagèrent le territoire. Achille était le plus avide. Avec ses guerriers, il entrait dans les petits ports dont il brûlait les maisons, détruisait les bateaux de pêche, volait tout ce qui avait un aspect précieux. La nuit, il attaquait les fermes et les bergeries. Il détruisait pour le plaisir des troupeaux de centaines de moutons, ravageait des vergers entiers sans se soucier de cueillir les fruits auparavant. Et ses soldats, ivres de tuerie, le suivaient aveuglement sans se rendre compte de la stupidité de leur conduite. Bientôt, les troupes grecques, ayant rasié toute la contrée, ne trouvèrent plus rien à manger, et plus personne pour les nourrir. En revanche, les Troyens vivaient grassement. Les marchands d'Orient n'avaient pas renoncé à faire commerce avec eux malgré la guerre, et les Grecs n'avaient pas réussi à couper toutes les routes maritimes en direction de la citadelle et de son port. Les guerriers d'Agamemnon, d'Ulysse, de Palamède, de Ménélas et de tous ceux qui faisaient compagne avec eux, manquant de vivres, commencèrent à se quereller âprement. Achille vint se plaindre à Agamemnon qu'un garde d'Ulysse était venu voler dans sa tente les restes du dernier mouton, et Ménélas accusa les troupes de Palamède de lui prendre le vin qui restait. Agamemnon s'inquiéta beaucoup. « Si nos guerriers se battent entre eux, dit-il à Palamède le sage, nous ne gagnerons jamais cette guerre contre les Troyens. Que me conseilles-tu » « Je vous conseille, en premier lieu, répondit Palamède, de donner à manger à vos troupes. Et pour cela, allez chercher des vivres loin, dans d'autres cités. Faites partir un navire, pour quelques mois, pour une année. Mais il faut des réserves, car la guerre sera longue. Ulysse, qui écoutait, mâchonnant une branche d'olivier, releva la tête avec défi. Et qui sera chargé de cette mission ? Je ne sais pas, dit Palamède. Il faut demander des volontaires. Les trois hommes restèrent silencieux, assis autour du feu, où ils avaient fait griller leur dernier morceau de viande. Soudain, Ulysse se leva. « Je suis le meilleur navigateur de tous, dit-il sans aucune modestie. Je suis seul capable de diriger un navire de nuit. Moi, je conduirai les guerriers à la recherche des réserves. Mais ce n'est pas un bateau qu'il me faut, ce sont 4 navires. » Agamemnon accepta l'offre d'Ulysse, qui réunit ses compagnons le soir même et s'embarqua en faveur de la nuit. Il resta parti de longs mois pendant lesquels les Grecs épuisés n'attaquèrent plus la citadelle de Troie, qui en profita pour reprendre des forces. Des espions troyens déguisés en Grecs vinrent même aux nouvelles sur le campement de leurs ennemis. Enfin, un soir, au coucher du soleil, on vit revenir les navires. Sur la plage, tous les guerriers grecs acclamaient déjà l'habileté d'Ulysse et se réjouissaient d'avoir à nouveau des vivres. Mais leur déception était cuisante. En effet, Ulysse revenait les mains vides. Il n'avait ni blé, ni viande séchée, ni vin, ni huile. Il n'avait rien trouvé. Palamède partit d'un grand éclat de rire. « Voilà donc le héros le plus malin de nous, celui qui obtient tout par la ruse. Quelle défaite !» Palamède se moqua tellement d'Ulysse que ce dernier devint fou furieux. Épuisé par le voyage et la faim qui lui tenaillait le ventre, Ulysse aurait peut-être tranché la tête de Palamède si Agamemnon ne l'avait arrêté. « Eh bien, tonna Ulysse hors de lui, pourquoi Palamède, qui parle si bien, ne va-t-il pas chercher lui-même nos réserves? Et ne nous ramène-t-il pas des navires pleins de blé, puisqu'il prétend savoir, lui, où il y en a ?»
Palamède releva le défi aussitôt, et au lever du jour, il prit la mer avec 4 navires. Ulysse se frottait déjà les mains, car la vengeance d'Agamemnon serait terrible quand Palamède rentrerait ses bateaux vides. Pourtant, quelques mois plus tard, quand les bateaux de Palamède accostèrent de nouveau au campement grec, ils transportaient bel et bien des réserves en quantité, des troupeaux vivants, du blé, du vin, et tout ce dont les guerriers avaient besoin pour continuer la guerre. Dépité, Ulysse se cacha dans une grotte pour ne pas affronter les moqueries de Palamède et son triomphe devant les armées entières. Là, il rumina longuement une vengeance et ne sortit qu'après avoir mis au point un plan. « Je te ferai payer cher ton insolence, Palamède !» murmura-t-il entre ses dents. « Ris bien, ris encore pendant que tu le peux, car demain tu seras moins gai. » Personne ne l'entendit, car on faisait bombance autour des feux de camp, et Palamède, qui ne se doutait de rien, savourait sa victoire. L'Iliade chapitre 8. La vengeance d'Ulysse contre Palamède. Pendant plusieurs jours, Ulysse était resté à l'écart des autres guerriers grecs, caché dans une grotte près de la plage. Il avait longuement réfléchi aux moyens de venger l'affront et les moqueries de Palamède. Enfin, un matin, on le vit revenir, l'air sombre. « Les dieux m'ont envoyé un songe, dit-il simplement. C'est pour vous le communiquer que je sors de ma retraite, car vos vies sont en danger, mes chers compagnons. » Ceux qui s'apprêtaient déjà à le railler devinrent tout d'un coup sérieux et l'écoutèrent. D'ailleurs, Agamemnon aimait beaucoup Ulysse, et il souffrait de la déchéance de ce valeureux guerrier. D'autre part, Agamemnon n'aimait pas beaucoup Palamède, bien que ses conseils soient précieux, car il craignait la sagesse de cet excellent roi et se demandait si, un jour, les peuples grecs ne le choisiraient pas à sa place. Agamemnon, donc, fit asseoir Ulysse à ses côtés. « Parle, dit-il. » Ulysse examina sans crainte les milliers de visages qui se tournaient vers lui et commença ainsi. « J'ai rêvé, dit-il, que notre armée entière était en danger. Les dieux m'ont prévenu d'une expédition des Troyens pendant la nuit sur ces lieux mêmes. Levons le camp rapidement et allons installer nos quartiers ailleurs, dans un endroit secret pour cette nuit. Demain, nous pourrons revenir, tout danger sera écarté. » Oh, un murmure incrédule parcourut la foule, mais Agamemnon donna l'ordre de lever le camp aussitôt, et l'on commença à démonter les tentes, à charger les chevaux et les chariots, à éteindre les feux. Dès la tombée de la nuit, l'armée grecque alla se réfugier dans des grottes. Profitant du remous général, Ulysse se saisit d'un des prisonniers troyens que l'on gardait enchaînés les uns aux autres. Ulysse délivra rapidement le Troyen et l'attira dans un coin. « Écris sur ce parchemin, dit-il, en lui tendant un morceau de bois charbonneux. Le prisonnier savait écrire, c'est pourquoi Ulysse l'avait choisi. « Écris ceci, poursuivit le grec. L'or que je t'ai envoyé est le prix que tu as demandé pour trahir les Grecs. » Le prisonnier, qui ne comprenait pas, leva un regard interrogateur vers Ulysse. « Écris, te dis-je » cria Ulysse avec impatience, « et ne cherche pas à comprendre. » L'homme écrivit. Quand il eut fini, Ulysse lui dit « Porte ce pli au roi Palamède pendant la nuit, et prends bien garde de n'être vu de personne. » Cependant, dès que le guerrier se fut éloigné, Ulysse le fit promptement rattraper par un de ses hommes qui l'assassina. Le corps du Troyen doit être retrouvé à l'aube avec son message dans la main, dit Ulysse. Laissez-le bien en vue, juste en dehors du camp. Tandis que tout le monde dormait dans le nouveau campement grec, Ulysse retourna à l'ancien emplacement que ses compagnons avaient quitté. Là, cherchant l'endroit où Palamède venait d'enlever sa tente, il creusa le sol et y enfouit un grand sac d'or. Puis il retourna se coucher. Le lendemain, on découvrit le cadavre du Troyen assassiné avec sa lettre à la main. Cette lettre était adressée à Palamède. Aussitôt, Agamemnon et Ménélas lui demandèrent de s'expliquer. « C'est un complot !» protesta Palamède. « Une machination. Je n'ai jamais trahi personne. »« Pourtant, remarqua Agamemnon,
Une expédition troyenne était prévue contre nous pour la nuit dernière. C'est faux, cria Palamède. Les Troyens ne sont pas sortis de leur mur. Mais alors, demanda Ménélas, où se trouve cet or dont parle le message? On fouilla la tente de Palamède, et l'on ne trouva rien. Mais Ulysse fit remarquer que Palamède avait pu cacher cet or à l'ancien emplacement de sa tente. Un groupe de guerriers s'y précipita, et sur les indications d'Ulysse, déterra le sac d'or qu'il avait lui-même caché. Lorsqu'on amena Palamède sur les lieux, les yeux du sage roi lancèrent des éclairs en direction d'Ulysse. Les regards des deux hommes se croisèrent, et celui de Palamède força Ulysse à baisser les paupières. « Ainsi, murmura Palamède, c'est bien un complot. » Agamemnon, trop heureux de se débarrasser d'un éventuel rival, ne voulut pas écouter les explications de Palamède, ni ses raisonnements, ni lui permettre de prouver son innocence. Il demanda que tous les chefs grecs prononcent leur sentence contre le coupable, car il était bien entendu que Palamède était coupable. Lorsqu'il comprit que tout le monde se liguait contre lui, Palamède se calma et se mit à réfléchir. À partir de ce moment, on ne put tirer de lui aucune question. Chaque fois que les chefs grecs essayaient d'en savoir davantage sur cette affaire, Palamède demeurait muet et gardait l'air serein. À la fin, Achille, le bouillant guerrier, se fâcha et cria « Parle! Enfin, explique-toi au moins! Palamède, que nous puissions comprendre les raisons de ta trahison !» Palamède sourit tristement et regardant ses accusateurs d'un œil terrible, il dit lentement « Ce n'est pas la peine. Vous m'avez déjà condamné, tous autant que vous êtes !» Puis, se tournant vers Agamemnon, il le désigna d'un index accusateur. « Vous, Agamemnon, vous m'avez condamné depuis des années et des années. Ceci n'est pour vous qu'un prétexte de plus. » Il accusa ensuite Ulysse. « Vous, dit-il, vous m'avez condamné depuis votre échec. Ma condamnation est le produit d'une de vos ruses, mais votre crime sera connu des dieux et vous souffrirez. À mort! À mort! À mort! Hurla Ulysse pour couvrir les voix de son accusateur. À mort! À mort! Ou à mort! Répétèrent les soldats. On décida que Palamède mourrait lapidé. Chacun lui lança une pierre. Tiens, prends ça! Allez! Le sage Palamède tomba presque aussitôt sous les coups, et l'on jeta son corps dans un puits pour qu'il fût plus vite oublié. Pourtant, les dieux n'allaient pas tarder à envoyer à chacun le châtiment qui lui convenait pour ce crime abominable. L'Iliade, chapitre 9. Achille et Polyxène. Depuis la mort de Palamède dont il était responsable, Ulysse avait des remords. Pour oublier, il se lança dans les batailles contre les Troyens avec une grande sauvagerie. Mais bientôt l'hiver arriva, et avec lui la trêve. Agamemnon et le roi Priam décidèrent d'arrêter les combats pendant toute la période de froidure, de façon à pouvoir enterrer les morts décemment. Dans chaque camp, on devait également exécuter des sacrifices pour les dieux qui avaient été bien négligés pendant tous ces combats. Ulysse tomba dans un profond abattement. Et pendant des mois, il resta enfermé dans sa tente, parlant très peu et ne se déplaçant que pour aller au temple. Les temples troyens se trouvaient en dehors des murailles de la ville, et là, Grecs et Troyens se rencontraient lors des sacrifices. Un matin, Achille vint chercher Ulysse. « Viens, dit Achille à son compagnon, allons sacrifier à Zeus pour qu'il nous soit favorable lors des prochaines batailles. » Ulysse commença d'abord par refuser, mais devant l'insistance d'Achille, il finit par l'accompagner. Dehors, le vent soufflait, froid et coupant. Mais le ciel était d'un bleu si pur qu'Achille s'écria dans un élan d'enthousiasme. « Avec un ciel comme celui-ci, les dieux ne peuvent être qu'avec nous. Je sens que la journée nous sera favorable. » Et en effet, arrivé au temple, Achille eut la surprise la plus grande de sa vie. Là, devant lui, se tenait Polyxène, la fille du roi Priam, la plus belle jeune fille qu'il eût jamais vue. Son péplot s'était élégamment drapé autour de sa taille fine. Ses cheveux noirs de jais, à la fois tressés et bouclés, étaient retenus par un fin diadème d'or. « Par Zeus !»
s'écria Achille. Voilà la femme qu'il me faut. Ulysse, mon ami, va la demander pour moi à son père. Moi? Demander la fille du roi Priam, le chef de nos ennemis troyens? Tu plaisantes, Achille. Mais Achille était comme fou. Il se roula par terre et supplia Ulysse. Oh, Ulysse, s'il te plaît, je peux pas, tu es mon ami. Ulysse, cette fille, j'en ai marre, vas-y pour moi. Tant et tant qu'à la fin, Ulysse accepta d'aller trouver Priam. Quand il pénétra dans le palais, le roi se tenait étendu sur une couche, tandis que Polyxène lui chantait une complainte. « Voici ma réponse, dit Polyxène avant que son père ait pu donner son avis. Je veux bien épouser Achille, mais à la condition qu'il trahisse les Grecs en notre faveur, ou bien qu'il tue son ami Ajax. »« C'est impossible, balbutia Ulysse. »« C'est pourtant la condition, déclara Hector, le frère de Polyxène, qui venait d'entrer. Va, guerrier grec, cours annoncer la nouvelle à l'insolent Achille. Humilié, Ulysse quitta le palais du Troyen. Il enrageait d'avoir apporté de si mauvaises nouvelles. Il craignait aussi qu'Achille accepte de quitter les rangs grecs, et sans lui, la bataille était perdue d'avance. Serrant contre lui sa peau de mouton pour se protéger du vent, Ulysse se dirigea vers les camps grecs. Il était si absorbé par de sombres pensées qu'il ne remarqua même pas les éclairs que Zeus envoyait dans le ciel pour marquer son soutien aux Troyens. Naturellement, Achille refusa de trahir les siens, et Ulysse se sentit soulagé. Mais ce soulagement n'allait pas durer longtemps. La colère que Zeus manifestait contre les Grecs allait prendre la forme d'une querelle. Le lendemain, Ulysse fut réveillé par le bruit d'une altercation. Dehors, Achille, poussé par Zeus qui le rendait coléreux, prenait à partie le roi Agamemnon pour une question de partage d'esclaves. Achille prétendait qu'Agamemnon s'était réservé les meilleurs et réclamait son dû. « Si tu n'es pas content de mon partage, répliqua Agamemnon, tu peux nous quitter sur le champ. »« Non, Agamemnon, arrête !» s'écria Ulysse. Mais il était trop tard. La parole imprudente d'Agamemnon avait déjà produit son effet sur le bouillant Achille, qui tourna les talons. « C'est bon, dit-il, mes guerriers Myrmidon et moi-même allons vous quitter. La guerre de Troie aura lieu sans nous. » Déjà, Agamemnon regrettait ses paroles imprudentes, mais il n'y eut rien à faire. Achille voulait partir. Amoureux de Polyxène, il craignait de ne pas résister longtemps à ses charmes et d'en arriver à trahir la cause grecque. Agité par la colère de Zeus, il refusait d'entendre raison et s'emportait pour tout. « On ne peut pas raisonner Achille, déclara Ulysse tristement. J'ai tout essayé, mais quelque chose me dit que les dieux sont contre nous. Ils manipulent notre héros. » Cependant, au bout de quelques mois, les combats reprirent, et Achille, qui préparait son départ avec ses bateaux, n'y participa pas. Au temple, tandis que son frère Hector et son père Priam combattaient vaillamment, Polyxène sacrifiait à Zeus et Apollon pour les remercier. « Zeus! Oh, notre ami, disait-elle, merci d'avoir amené Achille sur mon chemin. Ce grec est à présent à ma merci. » Zeus envoya des signes à Polyxène pour indiquer qu'il soutenait toujours les Troyens. C'était lui, en effet, qui avait guidé les pas du guerrier jusqu'au temple au moment où la jeune fille s'y trouvait. Cependant, dans le camp grec, les guerriers subissaient de lourdes pertes. Le vaillant Hector entraînait les Troyens, et malgré la bravoure d'Ajax, d'Agamemnon, d'Ulysse et de bien d'autres chefs, les Grecs reculaient. À la nuit tombée, Agamemnon décida de tenir conseil avec ses fidèles, Ulysse, Ajax, Diomède. « Il nous faut Achille, absolument, déclara-t-il. Qui veut se charger de parlementer une dernière fois avec lui ?» Ulysse leva la main et tout le monde approuva. On connaissait l'habileté d'Ulysse et son talent à tenir des discours séduisants. Ajax déclara qu'il accompagnerait Ulysse. Quelques heures plus tard, chargé de somptueux cadeaux qu'Agamemnon avait réunis en hâte,
et qui comprenait de l'or, des viandes rares, du vin et du miel, Ulysse se mit en route. Le convoi de chariots arriva à la plage vers le lever du jour. Au loin, près des bateaux, Ulysse et Ajax pouvaient apercevoir les myrmidons d'Achille qui s'activaient à préparer les voiles et à charger des vivres. Lorsqu'ils arrivèrent, Achille les accueillit froidement. Il regarda les cadeaux un à un, souleva les couvercles des coffres, les laissa retomber sans toucher à leur contenu, et finalement il déclara: « Votre démarche est inutile, mes amis. Ma décision est prise depuis longtemps. Je ne suis plus fâché contre Agamemnon. Cela, dites-le lui bien. Mais j'ai décidé de partir tout de même. Nous embarquerons dans 2 jours, quand ma flotte sera prête. » Ulysse commença un de ses beaux discours et tâcha de démontrer à Achille combien la guerre de Troie pouvait lui profiter. Il évoqua même la possibilité d'enlever Polyxène pendant la nuit. Mais rien ne pouvait fléchir Achille, qui, devant partir dans 2 jours, renvoya ses amis rapidement. L'Iliade, chapitre 10, la mort de Patrocle. Ulysse et Ajax rentrèrent au camp d'Agamemnon, la tête basse, et annoncèrent la mauvaise nouvelle. Achille était décidé à partir et rien ne le retiendrait. « Il faut trouver une ruse d'attaque contre les Troyens, dit alors Agamemnon. Après réflexion, nous pouvons peut-être nous passer de lui. Réfléchis, Ulysse. Mets au point une de tes ruses habiles et sauve-nous de ce mauvais pas. Toi seul en es capable. » Flatté, Ulysse accepta de chercher un plan. Il s'enferma dans sa tente pendant plusieurs jours. Cependant, les combats reprirent entre Grecs et Troyens. Au loin, on entendait les hurlements sauvages et les clameurs des hommes. Les Grecs étaient décimés par centaines et les Troyens se rapprochaient dangereusement des premières lignes. Au bout de 3 jours, vers la tombée de la nuit, Ulysse demanda qu'on réunisse un conseil et annonça qu'il avait un plan. « Donnez-moi une simple section d'hommes courageux, dit-il à Agamemnon. Je promets que, ce soir, les Troyens seront vaincus. » Les Grecs avaient une telle confiance en notre héros qu'ils n'hésitèrent pas un instant. Et lorsqu'Ulysse demanda encore un chef pour l'accompagner, plusieurs bras se levèrent en même temps. Ulysse choisit Diomède, qu'il considérait comme le guerrier le plus rusé. Ensemble, ils attendirent le milieu de la nuit pour se mettre en route discrètement. Profitant des rideaux de buissons de Tamarie, ils traversèrent la plaine en direction des campements troyens. Le choix d'Ulysse s'était porté sur le campement de Rhésos. « Pourquoi lui ?» interrogea Diomède. « À cause de ses chevaux blancs que j'espère bien lui voler, » répondait Ulysse. En effet, Rhésos possédait des chevaux blancs magnifiques, auxquels on attribuait un grand pouvoir. Ulysse était courageux, mais également rusé. Et s'il espérait bien gagner la bataille, il espérait surtout en retirer un butin substantiel. Les 2 hommes et leurs guerriers entrèrent dans le camp troyen sans bruit. Les chevaux de Rhésos s'étaient attachés à des branches d'olivier. Ulysse les détacha, entoura leurs sabots de chiffon et les fit partir sans bruit sous la conduite d'un de ses soldats qui avait pour mission de les mettre en sûreté. Là-dessus, Ulysse et Diomède lancèrent leurs attaques contre le camp troyen. « À l'attaque !» Ils envahirent les tentes, mirent le feu aux chariots, égorgèrent les hommes encore endormis. « Qu'est-ce qui se passe à la table ?» Ce fut un terrible carnage. Le roi Rhésos, qui avait réussi à échapper au massacre avec un groupe d'hommes, s'aperçut que ses merveilleux chevaux avaient disparu. Cela le plongea dans un tel désespoir qu'il poussa des hurlements pitoyables. « Mes chevaux! Non, mes chevaux! Mes chevaux! » Le soldat de Diodème, averti de sa présence, foncèrent sur lui et le massacrèrent avec ses soldats. Bientôt, il ne resta plus du camp de Rhésos, le Troyen, que des ruines fumantes jonchées de cadavres. Apollon et Zeus, devant ce carnage, entrèrent dans une grande colère et jurèrent de venger les Troyens. Cependant, Ulysse rentra au camp grec, couvert de gloire, et les chevaux blancs qu'il avait volés soulevèrent l'admiration générale. « Ouais, vive Ulysse, bravo! Vive Ulysse !» Mais la satisfaction des Grecs allait être de courte durée.
Le lendemain, dès l'aube, des cris retentirent. « Les Troyens arrivent! Les Troyens arrivent! Au secours, les Troyens arrivent en force !» Soutenu par Apollon, Hector le Troyen faisait des prouesses. Patrocle, un des vaillants chefs grecs, meilleur ami d'Achille, enfila l'armure d'Achille. Il fit face à Hector. « Ô Apollon !» s'écria Hector, « aide-moi !» Patrocle venait de le défier en combat singulier, et Hector, déjà fatigué par la bataille qu'il menait depuis le matin, craignait de ne pas résister aux coups du Grec. Apollon arriva à la rescousse et saisit une épée qui traînait à terre. Il porta lui-même le premier coup à Patrocle, ce qui affaiblit le Grec. Ah ! Aussitôt, profitant de l'avantage, Hector se lança sauvagement contre Patrocle et le tua. « J'ai tué Achille !» cria-t-il. « J'ai tué Achille l'immortel ! Moi, Hector, j'ai tué Achille ! Je l'ai tué !» Mais bientôt, il réalisa son erreur. Mais qui est cet homme ? Ce fut une véritable révolution dans le camp grec. « On a tué Patrocle ! On a tué Patrocle !» Agamemnon, atterré, réclama une trêve pour que l'on puisse rendre hommage aux guerriers défunts. Les Troyens acceptèrent la trêve et chacun rentra dans son camp. Le corps de Patrocle fut entouré de bandelettes et on fit de nombreux sacrifices en hommage aux dieux qui devaient lui assurer la paix éternelle. Cependant, Agamemnon dépêcha Ulysse en direction de la mer. « Pour prévenir Achille afin qu'il ne parte, que son frère d'armes a été tué. » Ulysse monta l'un des magnifiques chevaux blancs qu'il avait volés à Rhésos et se retrouva en un clin d'œil près des bateaux d'Achille. Le guerrier s'apprêtait à appareiller. « Patrocle ! Patrocle ! Mon ami mort ! Oh Dieu !» s'écria Achille. La nouvelle le plongeait dans une grande tristesse, mais aussi dans une grande colère. Et soudain, il redressa la tête, ses yeux lancés du feu. « J'engerai Patrocle !» hurla-t-il. « Guerrier, suivez-moi, Myrmidon !» Laissant là ses bateaux, il entraîna les Myrmidons à sa suite et regagna le camp du roi Agamemnon, qui l'accueillit à bras ouverts. Ils se réconcilièrent sur le champ. Et pour marquer sa joie au retour d'Achille, Agamemnon abandonna tous les esclaves qui avaient causé leur querelle. « Ce n'est pas d'esclaves dont j'ai besoin à présent, » répondit Achille, « mais d'armes. Je vais défier en combat singulier cet insolent Hector qui m'a par 2 fois humilié. » En cet instant, un éclair apparut dans l'air et une femme entièrement couverte d'or se présenta devant Achille. C'était Thétis, sa mère, la déesse. « Mon fils, dit-elle, je t'ai entendu. Je t'apporte ici l'armure qui te rendra invincible. Mais souviens-toi toujours que ton talon est ton point faible et ne l'expose pas au coup du Troyen. » Thétis déposa aux pieds de son fils des jambières, un bouclier et une épée qu'avait forgée Héphaïstos, dieu du fer et du métal, qui était aussi son ami. Avec de telles armes, Achille ne craignait plus rien. Alors Agamemnon se tourna vers un de ses héros et lui ordonna. « Va annoncer au roi Priam qu'Achille est prêt à se battre en combat singulier contre Hector. Dis-lui bien qu'Achille veut venger la mort de son ami Patrocle, mais surtout ne parle pas de l'armure d'Héphaïstos. Il faut prendre Hector par surprise avant qu'il ait pu imaginer un stratagème avec Apollon. » Le héros disparut bientôt en direction des murailles de Troie, tandis que tout le monde congratulait Achille dans le camp grec. La déesse Thétis prit la forme d'un oiseau et s'envola de nouveau vers le royaume des dieux d'où elle était venue. L'Iliade, chapitre 11. Achille contre Hector. Au petit matin, les 2 guerriers se préparèrent pour le combat. Du côté troyen, Hector revêtit son armure d'or et d'airain. Du côté grec, Achille se couvrit des jambières qui devaient le rendre invulnérable et qui avaient été forgées par Héphaïstos. Une brume légère flottait encore sur la plaine, entre les murs de Troie et le fleuve Scamandre. Lorsque les sonneries des trompettes annoncèrent l'arrivée des 2 champions, tout en s'avançant l'un vers l'autre, ils se mesuraient farouchement du regard. Puis ils se jetèrent l'un sur l'autre avec une violence inouïe.
Le choc des armes résonna jusqu'à la plage, et la mer elle-même en trembla. Au fond des eaux, le dieu Poséidon fut réveillé en sursaut et apprit ainsi que son protégé Hector affrontait le grec Achille. Mais il n'eut pas le temps de prendre des dispositions, car déjà des lamentations s'élevaient du haut des murs de Troie. Hector, touché à mort par Achille, venait de rendre son dernier soupir. Le combat avait été extrêmement rapide. Mon fils! Blessé mais fier, Achille rejoignit ses compagnons grecs qui lui ouvrirent les bras. « Vive Achille !» s'écria Ulysse en se tournant vers les guerriers. « Vive Achille ! Vive Achille ! Achille !» reprirent des milliers et des milliers de voix. Cependant, le corps d'Hector gisait encore à terre. « Laissons-le là, il sera la proie des vautours !» déclara Agamemnon fièrement. Empêcher que l'on donne une sépulture au corps d'un ennemi représentait une magnifique vengeance, et Achille alla prévenir lui-même le roi Priam du sort que l'on réservait aux défunts. Alors Priam éclata en sanglots et s'écria « Mon cher fils, il ne sera pas dit qu'après ta mort, je ne lui offrirai pas le repos éternel. Achille, dis à tes compagnons que je suis prêt à racheter son corps fort cher. »« Qu'appelles-tu, fort cher ?» demanda Achille d'un air rusé en levant la tête vers les remparts. Il venait d'apercevoir aux côtés de son père la belle Polyxène, en pleurs elle aussi. « Voilà ce que j'appelle fort cher !» répondit Priam. Et aussitôt un bruit mat résonna aux pieds d'Achille. Plusieurs sacs de toile remplis de pièces d'or venaient d'être jetés du haut des murailles. « Et ajouta Priam, « il y en aura autant lorsqu'on livrera notre défunt Hector !» Achille ouvrit les sacs et en examina le contenu avec convoitise. Puis il pensa à Ulysse, son compagnon était âpre au gain et avide de richesse. Il était capable d'accepter l'or contre le défunt Hector. Mais Achille souhaitait encore davantage. Aussi, il referma soigneusement les sacs et les laissa là où ils étaient tombés. « Pour moi, dit-il, l'or ne suffit pas. Il me faut ta fille, la belle Polyxène. Je désire l'épouser depuis longtemps. » « Hein ?» Polyxène sursauta, mais elle dissimula sa colère sous un charmant sourire. « Je suis tout à fait d'accord pour t'épouser, Achille, dit-elle. Mais il y a encore une condition à cela. Parle ! Je voudrais que les Grecs retournent chez eux et que la guerre cesse, et qu'Hélène de Troie soit laissée ici à ses amours. Alors, nous pourrons nous marier. »« Je ferai de mon mieux, répondit Achille, mais je ne peux te promettre que les Grecs renonceront à Hélène de Troie, car c'est pour elle que cette guerre a lieu. » Là-dessus, le Grec ordonna qu'on apporte le corps d'Hector. Priam l'emporta rapidement, satisfait de pouvoir observer le rituel des défunts. Cependant, au fond de la mer, Poséidon venait d'être averti de la mort du héros troyen. Il convoqua aussitôt Apollon, le dieu qui avait jusque-là protégé Hector, et lui reprocha vivement sa négligence. « Je te ferai remarquer, déclara Apollon, que toi-même tu as été fort négligent avec Troilus, et que tu as laissé Achille le tuer. »« Achille !» bougonna Poséidon. « Encore lui, toujours lui. Achille, ce grec est brutal et insolent. Nous devons le punir. »« Oui, Poséidon, unissons nos efforts. Je vais de ce pas espionner Achille. Je vais l'étudier dans ses moindres faiblesses, puis je formerai un héros troyen à le combattre. »« Bonne idée, Apollon. Tâche de réussir et viens me prévenir au moment venu. » Déguisé en jeune guerrier grec, Apollon se mêla aux allées et venues des campements grecs. Il arriva ainsi devant la tente où Ulysse congratulait Achille, dont Thétis la mère était venue prendre des nouvelles. « Ton fils est notre guerrier le plus valeureux. Oh, Thétis, disait Ulysse, nous ne voudrions le perdre pour rien au monde. » Thétis hocha tristement la tête. « Hélas, soupira-t-elle, nul n'est invincible, et un jour Achille sera frappé lui aussi. »« Mais je suis invincible dans cette armure, protesta Achille. »« Voyons, mon fils, reprit la déesse, tu sais bien que ton talon est vulnérable, c'est ton point faible. Achille, quiconque te frappera à cet endroit peut t'ôter la vie. » Apollon en avait assez entendu.
Sans se presser, il se dirigea derrière un buisson de tamaris et il ôta sa tenue grecque. Et, par un prodige que seuls les dieux sont capables d'accomplir, il se transforma en un instant en un jeune étudiant troyen. Puis il prit le chemin de la cité assiégée et y entra par une porte secrète. Là, il demanda à être reçu par le roi Priam. « Je connais, dit-il, le moyen de venger la mort d'Hector. Présente-moi le plus valeureux de tes champions et je l'instruirai de la façon de combattre le grec. » Priam demanda qu'on aille chercher Paris, le berger qui avait enlevé la belle Hélène, geste qui avait déclenché la guerre qui ravageait actuellement le pays. « Paris, lui dit-il, voilà le moment de venger la mort de mon fils. Suis ce jeune homme. Il désigna Apollon savamment déguisé. Écoute ses conseils et va provoquer Achille en combat singulier. Paris n'hésita pas une minute. Il suivit Apollon sans poser de questions. Et, enfermé pendant plusieurs jours dans une villa secrète, il s'entraîna à viser le talon de son adversaire avec sa lance. Au bout de quelques jours, quand Paris pensa qu'il était prêt à affronter le grec, un messager troyen se présenta devant le campement d'Achille et lui remit le défi de Paris. « Un combat singulier !» s'écria le grec. « Cela me va ! Venez, mes amis, allez ! Je vais vous offrir un spectacle de choix !» Achille se vantait. Il avait tort. L'Iliade, chapitre 12. La mort d'Achille. Achille devait affronter Paris en combat singulier, et il était sûr de sa victoire. Accompagné par ses amis Ulysse et Ajax, il se présenta sur le terrain en bombant le torse. Mais il n'eut même pas le temps de porter un coup à Paris, car déjà ce dernier, entraîné pendant de longs jours à cette botte secrète, lança adroitement son arme sur le talon du grec qui s'effondra, foudroyé. « Oh non !» Cette fois, les lamentations s'élevèrent depuis le camp des Grecs, et les cris de joie résonnèrent dans la cité de Troie. « Achille est mort !» criaient les Troyens. « Il est mort ! Il est mort ! Il est mort !» « Tant mieux !» lança Polyxène en observant le cadavre du haut des remparts. « Je n'aurais donc pas à l'épouser !» Prévenu, Thétis arriva en hâte et se mit à sangloter en étreignant le corps de son fils. « Mon fils !» À terre, aux côtés d'Achille, étaient étalées les armes forgées par Héphaïstos et désormais inutiles. L'épée, la lance, le bouclier serti d'or et de diamants étaient toutefois l'objet de la convoitise de nombreux Grecs. « Qui portera désormais les armes de notre défunt héros ?» demanda finalement Ulysse à Agamemnon. « C'est difficile à dire, » répondit le roi sans se compromettre. « Il faudrait demander l'avis de Thétis. » Mais Thétis, épuisé de chagrin, n'avait pas la force de répondre. Il fallut attendre le lendemain, après les funérailles d'Achille, pour que la déesse décide à qui revenaient les armes de son fils. On venait de donner une sépulture à Achille, et après le sacrifice rituel aux dieux, les Grecs déposèrent devant la tombe du héros les mets les plus délicieux. Du vin de Crète, des galettes de froment, du miel et de l'huile d'olive, afin que le mort ait une vie agréable sous la terre. Inconsolable, Thétis était resté effondré sur le sol, quand Ulysse lui posa la question importante. « À qui remettrez-vous les armes d'Achille ?» Thétis réfléchit un instant et déclara enfin. « Au plus valeureux d'entre vous, naturellement. Mais qui peut désigner le plus valeureux des Grecs ?» Les soldats et leurs chefs s'interrogèrent longuement. Chacun pensait être le plus valeureux, mais nul n'osait l'affirmer devant tout le monde. Finalement, ce fut Agamemnon qui trouva la solution. « Je vais envoyer des espions chez les Troyens. Nos ennemis sont meilleurs juges que nous. Eux seuls peuvent décider que tel ou tel guerrier s'est battu vaillamment contre eux. » Il se tourna vers deux messagers. « Allez, écoutez bien ce qui se dit dans la cité et rapportez-nous bien vite les propos des Troyens. Ainsi, nous en tirerons les conséquences qu'il faudra. » Thétis approuva cette décision. Les messagers, déguisés en Troyens, partirent pour la cité et sillonnèrent les ruelles pour surprendre les conversations. Ils arrivèrent près d'une fontaine où des jeunes filles étaient venues rincer leur linge. La conversation allait bon train et l'on commentait les derniers combats.
On parla d'Hector, bien sûr, d'Achille aussi, mais bientôt une voix s'éleva plus forte que les autres. Moi, je prétends que d'autres guerriers grecs sont plus valeureux encore que Hector et Achille. Et qui donc, à ton avis? Moi, je dis à Ajax. Lui seul a bien défendu ses positions sous nos murs. Si l'hiver n'était venu brusquement, il aurait peut-être envahi la cité avec ses compagnies. Un éclat de rire moqueur accueillit cette remarque. Ajax! Mais quelle sottise! Ce n'est pas lui qui se battait, c'était Ulysse. Oui, Ulysse qui protégeait Ajax. Ulysse, toujours discret, mais toujours là. Vous avez vu comment il a sauvé la vie de son compagnon? Les autres approuvèrent. Ah oui, tu as raison, oui, tu as raison. Ulysse, d'après elle, était le grec le plus vaillant, le plus malin aussi. Dans leur coin, les deux espions grecs ne perdaient pas un mot de ces remarques. Voilà le jugement rendu, dit l'un d'eux. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Ces jeunes filles ont désigné Ulysse. Ah, c'est donc lui qui recevra les armes d'Achille des mains de Thétis. Ils retournèrent promptement au camp des Grecs où on les attendait avec grande impatience. Leur déclaration fut accueillie avec joie par les uns, d'un air maussade par les autres. Ajax, surtout, qui avait tant espéré, ne se résignait pas à cette décision. « C'est à moi qu'elles doivent revenir !» criait-il en désignant les armes d'Achille. À moi! À moi! À moi! À moi! Il était devenu comme fou et se mettait à tourner sur lui-même. Sans faire plus attention à ses folies, Thétis saisit les armes de son fils et les remit à Ulysse, sous les acclamations des guerriers. « Bravo! Bravo !» Puis on alluma les feux et la fête commença. Elle dura toute la nuit, et on but et on mangea copieusement. Cependant, Ajax ne prit aucune part à la fête. Il était devenu fou de jalousie et courait dans tous les sens en criant « À moi! À moi! À moi! À moi! À moi! » Cependant, incapable de se contrôler, Ajax tira son épée et la lança contre sa poitrine, qu'il transperça en plusieurs points. Il s'effondra sur le sable et on ne le retrouva qu'au lever du jour. À l'emplacement où était tombé son sang, les guerriers grecs virent pousser une nouvelle fleur qu'ils n'avaient jamais vue. C'était une fleur blanche et rouge à laquelle on donna le nom de jacinthe. La légende raconte que, sur la base de ces pétales, la jacinthe portait des marques qui ressemblaient en tout point aux lettres A-J. C'est pourquoi on l'a attribuée à Ajax. D'autres prétendirent que c'était la pureté de l'âme du guerrier qui avait donné naissance à cette nouvelle fleur. Quoi qu'il en soit, les Grecs se sentaient bien affaiblis maintenant qu'il leur manquait Achille et Ajax. Et la guerre qui allait reprendre dès le lendemain s'annonçait particulièrement rude pour eux. Soudain, fendant la foule, tristement réunie autour du corps du héros, le prêtre Calcha apparut. Les mains levées vers le ciel, il annonça ce que l'avenir réservait aux Grecs. « Valeureux guerrier, dit-il, sachez que Troie ne pourra être prise qu'avec l'aide des flèches et de l'arc d'Héraclès. Il vous faut aller les lui demander sur le champ si vous voulez vaincre. » Les discussions commencèrent pour savoir qui irait demander l'arc et les flèches d'Héraclès. Ulysse se proposa. L'Iliade chapitre 13. Paris contre Philoctète. Philoctète était l'ami du dieu Héraclès qui lui avait offert un arc et des flèches magiques. Grâce à ces armes, Philoctète était pratiquement invincible. C'est justement de ces armes que les Grecs avaient besoin à présent, selon la prédiction du prêtre Calcha. Malheureusement, ils avaient commis une erreur avec Philoctète. Ils l'avaient abandonné au cours de leur voyage. En effet, ce valeureux guerrier était devenu une charge affreuse, depuis qu'il avait été mordu par un serpent quand les guerriers faisaient halte sur une île. Il s'était mis à pousser de tels cris de souffrance, jour et nuit, que ses compagnons n'avaient pu le supporter. Aussi, plutôt que de l'emmener à Troie avec eux, ils lui avaient laissé ses armes, des provisions pour se nourrir, et ils étaient partis sans lui. À présent, sur le bateau qui l'emmenait vers l'île, Ulysse était inquiet. Peut-être Philoctète était-il mort de sa blessure? Peut-être que ses armes lui avaient été volées? « Si Philoctète est mort, demanda un de ses compagnons, comment ferons-nous pour vaincre Troie? Tais-toi, répondit Ulysse, tu portes malheur. Il retomba dans un silence obstiné qui dura tout le voyage.
Le bateau navigua pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, pendant lesquelles aucun Grec ne put dormir. Mais quelle ne fut pas leur joie lorsqu'en débarquant sur l'île, ils aperçurent Philoctète, bien vivant, qui venait à leur rencontre. Habilement soigné par les Asclépiades, le guerrier ne souffrait plus du tout, et il vivait assez heureux sur cette île, chassant du gibier et cueillant des fruits. Aussi, quand il vit débarquer Ulysse et ses compagnons, Philoctète eut un mouvement de méfiance qui n'échappa pas aux Grecs. Ulysse réfléchit rapidement. Il lui fallait trouver les paroles exactes pour toucher le cœur de Philoctète. « Comme voulez-vous » demanda le solitaire. « Salut à toi, ô valeureux compagnon » commença Ulysse. Et il se lança dans un de ces grands discours dont il avait le secret. La main sur le cœur, il vanta tous les mérites de Philoctète et chanta ses louanges. Derrière lui, les Grecs approuvaient en chœur. « Oui, c'est vrai, oui, bravo, oui, c'est vrai. Oh, tout le monde attend ton retour avec impatience, Philoctète, poursuivit Ulysse, car nous pensons tous que tu es le meilleur d'entre nous. Vraiment, nous pensons que toi seul peux vaincre. Paris !» Paris ? Philoctète semblait soudain très intéressé. Paris était à ses yeux le plus courageux des Troyens. Ulysse poursuivit son discours élogieux, et peu à peu Philoctète se sentit terriblement flatté. À mesure que le Grec parlait, Philoctète oubliait ses rancunes envers ses frères d'armes. Quand la discussion fut terminée, l'homme aux armes magiques ne se tenait plus de fierté. Il voulut partir tout de suite avec les armes d'Héraclès pour aller défier Paris, le Troyen. Quelques jours plus tard, il fut accueilli dans le camp des Grecs devant les murs de Troie, avec tous les honneurs dus aux héros. Le combat eut lieu au soleil couchant, et Paris ne put rien contre les armes de Philoctète. La première flèche l'atteignit à la main. La deuxième entra dans son œil. Mon œil! La troisième l'atteignit à la cheville. Il s'effondra enfin mort. Il y eut une ovation sans fin parmi les Grecs. Et tandis que dans Troie, c'était la désolation. Les Grecs se mirent aussitôt à festoyer et à danser pour célébrer l'événement. Pour eux, la victoire était certaine. Pourtant, Ulysse, au milieu de la fête, déclara qu'il voulait parler. « Troie n'est pas encore prise, » commença-t-il. « Ne vous réjouissez pas trop vite, il faudra trouver un plan d'attaque sûr. Nous ne pouvons pas donner l'assaut immédiatement. Il faut réfléchir. » Étonnés, les guerriers le regardèrent en fronçant les sourcils. Pourquoi attendre ? Les Troyens n'avaient plus de chef à présent. Comment pourraient-ils se défendre ? Des petits groupes se formèrent et l'on commença à contester l'avis d'Ulysse. Pourtant, ignorant la mauvaise humeur de ses compagnons, Ulysse s'en alla marcher seul sur la plage pour y réfléchir. Il alla très loin, escalada des rochers, observa le ciel et les étoiles, espérant que les dieux lui enverraient une idée. Comme il arrivait à une crique, un nuage cacha la lune et l'obscurité devint totale, le forçant à s'arrêter. C'est alors qu'il entendit un chuchotement puis des voix distinctes. « Prilis, disait une voix de femme, je suis la déesse Athéna. Écoute-moi, Prilis, tu es le fils d'Hermès, dieu du mensonge et de la ruse. C'est à toi qu'il appartient de trouver le stratagème qui vous permettra d'entrer dans Troie. » Ulysse tressa l'oreille. La déesse Athéna était en train de révéler un important secret à Prilis, un de ses compagnons d'armes. Elle lui avait donné rendez-vous à l'écart, ignorant qu'Ulysse écoutait tout. « Voici mon idée, continua la déesse. Tu iras la répéter à tes compagnons et ils te glorifieront. » Ulysse retint son souffle. Lorsqu'il eut entendu tout ce qui lui était utile, il rebroussa chemin doucement sur la pointe des pieds. À présent, le nuage qui cachait la lune s'éloignait et la plage s'éclairait d'une belle lueur argentée. Notre héros, marchant d'un bon pas, eut tôt fait de rejoindre le camp des guerriers. Et là, il demanda encore la parole. Il lui fallait agir vite, avant le retour de Prilis, s'il voulait retirer tout le prestige attendu de sa découverte. L'Iliade chapitre 14. Le cheval de Troie. Quand Ulysse exposa l'idée qu'il avait entendue de la bouche de la déesse Athéna, tous les guerriers du camp firent silence, tant cela leur semblait extraordinaire. « Voilà ce que nous allons faire, dit-il.
D'abord, nous construirons un cheval de bois immense, si grand que son ventre pourra contenir des centaines de soldats en armes. Je m'installerai moi-même à l'intérieur avec Ménélas, Diomède et nos armées. Pendant ce temps, toi, Agamemnon, tu feras mine de fuir avec tes bateaux, tu te dirigeras vers la haute mer et tu cacheras ta flotte derrière les rochers, où tu attendras un signal. Lorsque les Troyens verront que nous avons levé le camp, ils penseront que nous abandonnons la guerre. Mais ce cheval, questionna Ménélas. Eh bien, reprit Ulysse, nous le construirons si grand, si beau que les Troyens ne résisteront pas au désir de le prendre. Ils le feront alors entrer dans leur cité, il ne nous restera plus qu'à sortir du cheval pour les exterminer. Et comment sais-tu qu'ils feront entrer le cheval dans Troie demanda Diomède. Comment serons-nous prévenus en mer demanda Agamemnon. Par un de nos espions, répondit Ulysse. Il se tourna alors vers Sinon qu'il désigna de la main. Toi, Sinon, dit-il, je te charge de passer du côté des Troyens. Lorsque nos bateaux seront partis, tu iras dire au roi Priam que tu t'es enfui car je voulais te sacrifier aux dieux. Dis que tu t'es échappé en sautant d'un bateau et que tu es revenu à la nage pour te mettre sous sa protection. Ensuite, demanda Sinon, Ulysse dévoila l'autre partie de son plan, et quand il eut terminé, des murmures d'admiration s'élevèrent dans les rangs des soldats. Ménélas, Agamemnon, Diomède et les autres le félicitèrent pour ce stratagème ingénieux, sur lequel tout le monde était d'accord. Au même moment, Prilis revenait après son entretien avec Athéna. Mais lorsqu'il voulut exposer son idée, Agamemnon l'interrompit. « Inutile, Prilis, dit-il. Le plan d'Ulysse nous suffit. Nous le mettrons à exécution dès demain. » La construction du cheval commença, en effet, le lendemain. Elle allait durer des mois et des mois. Sous la direction d'Épéios, des équipes se relayaient jour et nuit. Les uns abattaient les arbres nécessaires, des sapins qu'ils débitaient en planches. D'autres les assemblaient. Puis d'autres, enfin, peignaient le cheval le plus joliment possible et y inscrire le nom de la déesse Athéna pour montrer que l'œuvre entière lui était consacrée et s'attirait ainsi ses faveurs. La déesse en fut d'ailleurs très flattée. Enfin, on ménagea une trappe de l'autre côté du cheval et on y accrocha une longue échelle de corde. Lorsque le cheval fut terminé, pendant la nuit, Ulysse, Diomède et Ménélas grimpèrent à l'intérieur avec leurs soldats. Puis les navires grecs prirent le chemin de la haute mer, comme l'avait conseillé Ulysse. Voyant cela, les Troyens, tout heureux, pensèrent que les Grecs abandonnaient la bataille, se précipitèrent sur la plage et découvrirent le gigantesque cheval de bois avec étonnement. « Hurrah !» criait-il, « nous avons vaincu les Grecs !» Le roi Priam considéra avec respect l'énorme construction de bois et se demanda si c'était un cadeau qu'on pouvait emmener à l'intérieur de la cité. « Non, non, il ne faut pas !» s'écria alors le prêtre Laocoon. « Il s'agit certainement d'une ruse. La reine Cassandre a eu un songe cette nuit. Elle dit que le cheval est rempli de soldats armés. » Aussitôt, les Troyens reculèrent, saisis d'effroi, tandis qu'à l'intérieur, Ulysse et ses compagnons tremblaient de tous leurs membres. La reine Cassandre ne s'était jamais trompée jusque-là, et tout ce qu'elle avait prédit s'était réalisé. Elle avait annoncé la sanglante guerre de Troie, mais comme elle ne prédisait que des malheurs, le roi Priam l'avait fait enfermer dans une pyramide où seuls les prêtres pouvaient l'entendre. Toutefois, il interrogeait souvent les prêtres sur les prophéties de Cassandre, car il y croyait. Il allait donc tourner les talons et abandonner le cheval de bois, quand soudain un homme blessé, en loques, fit son apparition. C'était Sinon, qui jouait son rôle selon les directives d'Ulysse. « Roi Priam, protège-moi! J'ai fui les Grecs! Ulysse voulait me sacrifier aux dieux !» Et il tomba à genoux. Ému, le roi Priam, qui était bon, accepta de recueillir Sinon. Après l'avoir assuré de sa protection, il lui posa quelques questions sur le cheval de bois. « Explique-moi, dit-il, pourquoi il est si grand ?»« Pour que vous ne puissiez jamais le faire entrer dans la cité de Troie, répondit Sinon. Les Grecs l'ont laissé là pour vous défier en souvenir de leur passage. » À ces mots, piqué au vif, Priam oublia toute prudence et se mit en colère. «
Rien ne nous empêchera de le faire entrer dans notre cité, cria-t-il. Regarde bien, sinon tu verras que les Troyens sont encore plus habiles que les Grecs. Je n'en doute pas, répondit Sinon. Aussitôt, le roi Priam donna des ordres, et l'on inventa un système de poulies, de roues et de chariots permettant de tirer le cheval jusqu'aux portes de la ville, où on s'aperçut qu'il était trop grand pour passer. Il fallut donc abattre les murailles, que l'on reconstruisit tout de suite après son passage. Ce fut un travail énorme qui dura longtemps. Pendant ce temps, Agamemnon et ses guerriers se morfondaient sur leurs navires, et Ulysse, Diomède et Ménélas continuaient à trembler de peur, de crainte que la supercherie ne soit découverte. Ils ne furent rassurés que lorsque le cheval de bois fut enfin installé au centre de la cité. Enfin, ils allaient pouvoir donner l'attaque. L'Iliade, chapitre 15, le sac de Troie. Grisés par leur réussite, les Troyens se mirent aussitôt à danser dans les rues. On organisa des festins en l'honneur du cheval de Troie, que l'on considérait comme un porte-bonheur, puisque c'était une offrande à la déesse Athéna. Il y eut des sacrifices, des fêtes sans fin, et finalement, tard dans la nuit, brisés de fatigue, les Troyens s'endormirent profondément. Alors Sinon se glissa discrètement hors de la cité, et alla allumer sur la plage le feu qui devait donner le signal au bateau d'Agamemnon. Le roi lui-même répondit à ces signaux en allumant un feu de copeaux sur le pont de son bateau. Puis il prit la direction de la côte à la tête de sa flotte. Pendant ce temps, Sinon retourna dans la cité et alla confier le secret de l'attaque à Anténor, beau-frère du roi Priam. Anténor était troyen, mais il avait de nombreuses raisons d'en vouloir à Priam. Il avait maintes fois cherché à négocier avec les Grecs pour que la guerre de Troie prît fin. Il avait aussi espéré partager le pouvoir avec Priam, mais il n'en avait rien été. Aussi, lorsque Sinon lui dévoila le stratagème des Grecs, Anténor accepta volontiers de passer dans l'autre camp. Ulysse savait d'ailleurs que l'on pouvait compter sur son appui, et c'est pourquoi il avait chargé Sinon de le mettre dans le secret. Tandis que Sinon retournait sur la plage pour accueillir les guerriers des bateaux et leur donner des nouvelles, Anténor avait pour mission de prévenir Ulysse que la bataille allait commencer. Il se glissa sous le ventre du cheval et ordonna que l'on ouvre la trappe. « Ouvrez! Ouvrez !» Les guerriers descendirent un à un, et la légende raconte que le premier soldat à toucher le sol se rompit le cou. Ulysse, Ménélas, Diomède et les soldats furent très vite prêts à combattre, et tandis qu'une partie d'entre eux allait ouvrir les portes de Troie aux armées d'Agamemnon, l'autre partie commençait à massacrer les Troyens. Ménélas, sans attendre, courut droit à la maison d'Hélène, et il eut tellement de bonheur à la retrouver qu'il ne la tua pas, comme il en avait eu tout d'abord l'intention. Il faut dire aussi qu'Hélène avait plusieurs fois tenté de s'échapper de Troie, surtout après la mort de Paris, et que ses tentatives étaient à son honneur. En revanche, le carnage fut terrible dans Troie, la ville fut mise à sac. Il n'y eut presque pas de survivants. Seuls Anténor, sa femme et ses enfants furent épargnés. Les Grecs laissèrent toutes leurs possessions intactes, ils y ajoutèrent même des cadeaux. Ainsi, Ménélas offrit à Anténor un immense navire sur lequel le Troyen s'embarqua avec toutes ses richesses et avec sa famille. On dit qu'Anténor s'arrêta finalement à Venise, qu'il baptisa la Nouvelle Troie, et que par la suite il fonda la ville de Padoue en Italie. Enfin, quand la cité de Troie fut entièrement pillée, les Grecs la brûlèrent, ils rasèrent les murs, puis ils se partagèrent le butin, non sans quelques querelles. Puis les rois se séparèrent, et après des adieux émouvants, Agamemnon, Ménélas avec Hélène, Diomède, Ulysse prirent chacun une route différente. Ces héros rencontrèrent des fortunes diverses au cours de leur traversée. Les uns périrent dans la tempête, d'autres reçurent le châtiment des dieux, d'autres encore brûlèrent leurs vaisseaux et ne rentrèrent jamais chez eux. Quant à Ulysse, il s'embarqua, comme les autres, sachant qu'il lui faudrait errer pendant 10 ans encore et affronter d'autres aventures avant de retrouver l'île d'Ithaque où l'attendaient sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Le récit de ces aventures s'appelle l'Odyssée, car, dans l'Antiquité, Ulysse s'appelait Odysseus. Ce récit est encore plus étonnant que l'histoire de la guerre de Troie.